C'est parti. C'est parti. Donc, on tient à remercier très vivement et très chaleureusement nos invités d'aujourd'hui, Nicolas Puzna, Olivier Noël et Pauline Aubry, que Vicky va vous présenter tout de suite, tout à l'heure. Et à remercier aussi le public qui nous accompagne encore et toujours à travers ces rencontres. Le CEF, comme vous le savez peut-être ou pas encore, le Centre de Estudios Francófonos, c'est un projet institutionnel qui a été créé en 2018 à l'Instituto de Enseñanza Superior en Lenguas Vivas Juan Ramón Fernández de Buenos Aires en Argentine, où nous sommes enseignantes et qui forment des futurs professeurs et des futurs traducteurs et traductrices, et qui a pour but donc de diffuser différentes expressions des cultures francophones. La rencontre d'aujourd'hui s'ancre dans la section rencontres internationales. Effectivement, aujourd'hui, on est en synergie Argentine, France, Espagne et Roumanie. Et cette section a été entamée l'année dernière. Pendant l'année scolaire, on invite des spécialistes de littérature francophone, en histoire des territoires de la francophonie, qui nous partagent très généreusement leurs connaissances auprès d'un public d'étudiants, de futurs enseignants, d'enseignants, de traducteurs, de futurs traducteurs et de francophiles. Et donc aujourd'hui, il est question de la BD, ce genre hybride extrêmement riche. Et on a l'immense privilège aussi de retrouver donc nos trois invités. Vicky, je te cède la parole pour que tu puisses les présenter. Merci Aous. Bonjour à tous et à toutes. Je remercie aussi nos trois invités. Je remercie le public habitué et le nouveau public qui nous rejoint aujourd'hui. Donc, je donne la bienvenue à Nicolas Puzna. Bonjour Nicolas. Bonjour à tous. Donc Nicolas est né à Nevers, il est agrégé de lettres, il a enseigné en France, en Belgique et en Amérique latine, donc l'Argentine. En 2019, il a publié son premier roman graphique qui s'intitule Espèces invasives. Il a été publié par les éditions Sarbacane. Il s'agit d'un récit apocalyptique où l'humanité est atteinte d'une insomnie qui menace sa survie. Et l'action se déroule à Buenos Aires, où Nicolas a vécu plusieurs années. Sa deuxième bande dessinée s'intitule Mégafauna, également publiée par les éditions Sarbacane. Et là, il s'agit d'une uchronie dans laquelle l'homme des Néandertals a survécu jusqu'à l'époque médiévale et se partage le monde avec son ennemi de toujours, l'Homo sapiens. C'est à la fois un récit d'aventure et un conte philosophique. C'est une BD, Mégafauna, qui a été saluée par les critiques BD en presse et radio et a été élue BD RTL du mois de mars 2021 et Talent Cultura 2021. Je donne la bienvenue également à Pauline Aubry. Bonjour Pauline. Bonjour. Donc Pauline est née à Paris en 1981. Elle est issue d'une famille de rêveurs. Elle a grandi bercée par des histoires et des légendes qui lui racontait sa grand-mère. Ce n'est donc pas par hasard si un jour elle a décidé qu'à son tour, elle raconterait des histoires. Son histoire, c'est l'histoire de sa famille. Et en 2016, elle a publié aux arènes Les Mutants, un peuple d'incompris, qui a reçu le prix des Gens Talents au Festival d'Angoulême en 2016. Pauline a vécu en Argentine pendant un an. Et c'est justement dans le cadre de l'Argentine que se déroule son second livre intitulé Les Descendants ou l'appel de la Pampa, qui a été édité par publié par les éditions Les Arènes BD, sorti en 2018, et qui a également été traduit et publié en Argentine en 2019 sous le titre Los Descendientes o El Llamado de la Pampa par les éditions Tren en Movimiento. En 2019, elle a coécrit avec la journaliste Fanny Lebros Un bébé nommé Désir, publié par les éditions Steinkiss. Et enfin, nous avons notre collègue prof de français langue étrangère, Olivier Noël. Bonjour Olivier. Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue. Alors Olivier, il est né en 1983. Il a grandi avec des BD entre les mains. Il a eu un master en néerlandais-allemand, puis en polonais-russe. Et il a passé 7 ans en Pologne. Il a fait du théâtre, il a fait du
du jeu de, enfin, il a de l'expérience dans les jeux de société aussi et à l'Alliance française. Il a aussi un master en didactique du FLE à Chypre et depuis 2018, il est lecteur de français à Iași en Roumanie et il coordonne un projet BD. Il est passionné de BD et spécialiste en BD. Bien, alors on va commencer avec nos questions et à la fin de nos échanges, on laissera un peu de temps au public, on ouvrira le micro au public pour que vous posiez aussi vos propres questions. Donc n'hésitez pas à nous laisser des commentaires et des questions tout au long de l'activité. La première question est pour tous les trois. C'est une question assez générale. On voudrait vous demander tout simplement comment est-ce que vous définissez la bande dessinée ? Quelle est la spécificité de ce genre par rapport à d'autres genres littéraires? Et aussi, si vous pouvez nous raconter quel a été votre parcours en tant que lecteur et lectrice de bande dessinée. Voilà, je ne sais pas qui veut commencer. Est-ce que Pauline, tu veux commencer ou Nicolas, comme vous voulez? Vas-y, Nicolas. Vas-y, Nicolas. Alors, la question, c'était définir la BD. Oui, voilà. Rapidement. La BD. C'est difficile comme question. Définir la BD, en fait, pour moi, il y a quelques traits saillants dans ce genre. D'abord, je pense que c'est un genre littéraire. C'est pas quelque chose qui est en dehors de la littérature, à mon avis. C'est un genre qui est en train d'ailleurs de faire sa place dans le champ littéraire en général, parce que à la base d'une bande dessinée, il y a un texte. Et bon, la spécificité, c'est que ce texte est en interaction, en jeu avec les images à égale valeur. Voilà. Donc pour moi, ce serait ça. Et cette interaction fondamentale entre image et texte littéraire, en fait un genre très très riche parce qu'on peut jouer beaucoup sur ces deux plans à la fois en même temps. Voilà, ce serait pour moi la définition. Et puis mon rapport à la BD, comme tous les bons petits Français, je crois, on a été abreuvé de l'enfance de la bande dessinée franco-belge, donc j'ai des grands souvenirs de grand bonheur de l'univers de Franquin. Je pense surtout à Gaston Lagaffe parce que c'est quelque chose c'est vraiment un univers que j'ai toujours trouvé tellement apaisant, tellement enrobant et qui donne une sorte de foi en une humanité inamovible. Gaston Lagaffe, c'est quelqu'un qui change jamais, ni les personnages de ce monde-là. Et donc, il y avait comme ça un refuge dans ce type de bande dessinée. Voilà pour ma part, mon expérience de jeunesse par rapport à la bande dessinée. D'accord. Et toi, Pauline, quel est ton parcours en tant que lectrice de bande dessinée? Alors moi, je vais vous décevoir, mais je crois que j'ai lu la première bande dessinée de ma vie à 20 ans. Parce que chez moi, on n'était pas du tout lecteur de BD. Enfin, j'avais un peu lu Astérix et Tintin, mais bon, c'était pas ma passion. Et c'est mon ex de l'époque qui m'a offert Isler, 20e ciel. Et j'adorais. Et du coup, je faisais une mise à niveau en art appliqué et c'était mon projet de fin de mise à niveau. J'ai fait une horrible bande dessinée qui, si un jour je deviens vraiment connue dans ce milieu, il faudrait jamais la montrer. C'est un nain de jardin qui décide de devenir président de la République et en prenant le pouvoir sur les femmes parce qu'il est très très bien membré. Voilà, c'était mon projet de fin d'études. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça. C'est un peu ça, moi, mon rapport à la bande dessinée. Je trouve que c'est un espace de projection dans lequel on peut installer tous ces gros délires. Et moi, je travaille pas mal sur la santé mentale et en psychiatrie, donc j'ai pas du tout un profil de prof. Enfin, ça m'arrive de donner des cours, mais c'est plus sur le tard et j'ai pas de formation à ce niveau-là. Et moi, je travaille plutôt à l'hôpital psychiatrique. Et du coup, on utilise la BD comme support de l'inconscient, quoi, d'essayer de matérialiser nos histoires, les histoires qu'on a à l'intérieur de nous, à travers par le média de la bande dessinée, en utilisant des gaufriers, en utilisant tout le langage graphique de la bande dessinée, quoi. Donc voilà, la BD pour moi c'est plutôt un espace d'expression psychologique. D'accord, super. Et pour toi, Olivier, comment tu définis ce genre littéraire qu'est la bande dessinée et quelle a été ton expérience comme lecteur de bande dessinée?
Bien, pour la définition du genre, bon, je vais me poser plutôt en théoricien, et c'est bien, ça complétera justement les avis très intéressants des auteurs présents, auteurs. Et plutôt en citant ici la bande dessinée comme un objet dans lequel il y a trois choses principales, le dessin, le texte et la narration. Alors, sur le sol européen, je pense qu'il faut citer Rodolphe Töpfer, qui est un Suisse qui est à la base ce qu'on appelle la BD franco-belge, et ça donnera sa marque d'ailleurs à la BD franco-belge, qui est un espace géographique plus que limitant la nationalité de ceux qui en font partie et de celles qui en font partie. Et où il stipulait dans un livre que son livre était d'une nature mixte. Et là, je le cite, les dessins sans le texte n'auraient qu'une signification obscure. Le texte sans les dessins ne signifierait rien. Et là, je pense qu'il a bien mis le doigt sur la complémentarité justement du texte et du dessin. Au début, évidemment, on était plus dans de la littérature où le texte prédominait puisqu'on venait d'une culture vraiment textuelle. Et on en arrive aujourd'hui à des choses qui sont beaucoup plus graphiques. Pauline a cité le XXe siècle. En effet, là, on est dans un BD qui est très graphique, qui joue beaucoup plus sur l'image que sur le texte. Et selon les auteurs, voilà, certains travaillent plus sur le texte ou sur l'image, mais on a une évolution qui est plutôt graphique. Et cependant, bon, ça c'est la définition un peu simplifiée de la bande dessinée. Si on veut être plus complet, la bande dessinée pose problème aussi au niveau de la signification, et je ne vais pas être très long dessus parce que Benoît Peter, ça fait 1h30 dessus. Bon, je vais être très très court, mais juste pour vous dire que c'est pas clair. Le terme de bande dessinée, c'est un concept qui est très tardif, qui est apparu dans les années 70 du XXe siècle, et qui a englobé certaines choses qui dataient d'avant, mais selon la définition qu'on en donne, on peut ou non englober certaines choses en bande dessinée. Par exemple, si on prend la tapisserie de Bayeux, si on prend même dans les grottes de la préhistoire, ces histoires qui ont été faites sur la pierre, on raconte une histoire, il y a du texte, des images qui sont du texte, donc est-ce que c'est déjà de la BD? Et si on pousse même la théorie plus loin, est-ce que l'écriture elle-même n'est pas de la bande dessinée, puisque l'écriture, l'alphabet qu'on utilise, ce ne sont jamais que des dessins qui sont hyper symbolisés. Alors, je laisse à chacun l'idée pour réfléchir dessus. Et la seconde chose qui pose problème, c'est la BD en tant que concept européen qui oppose les comics, qui s'oppose aux comics américains et aux mangas japonais. Alors aujourd'hui, en 2021, Nicolas a bien mis le doigt dessus. La bande dessinée européenne, elle a eu des influences de partout et elle est absolument un mélange de tout avec des techniques qui viennent des mangas qui sont apparus dans les années 90 chez Glénat, les comics qui sont apparus beaucoup plus tôt et donc l'idée de bande dessinée liée à un continent européen, elle n'est pas non plus tout à fait correcte. Donc c'est assez difficile de dire ce qu'est la bande dessinée. Maintenant, quant à mon évolution, elle est simple. Bon petit, je pense que voilà, c'est comme Nicolas, j'ai lu beaucoup de bandes dessinées et justement comme Nicolas, j'ai lu beaucoup de Gaston et de Franquin en général. Tout d'abord, j'ai adoré Gaston, mais par la suite, j'ai eu une grande admiration pour Franquin, qui était quelqu'un d'admirable. Et par la suite, j'ai découvert des choses plus techniques, plus difficiles, comme Isler justement, que j'aime beaucoup aussi, hein, Isler, Herman. J'adore beaucoup ce qui est couleur directe, que je trouve un travail magnifique. La BD, donc j'ai grandi avec. On n'avait pas de télévision à la maison, donc évidemment le soir, quand on fait quoi? Soit on s'emmerde, soit on lit une bande dessinée, donc on choisit plutôt la seconde option. Et la BD est devenue une passion, de fil en aiguille. Et puis au cours du deuxième master en polonais et russe, j'ai travaillé sur des bandes dessinées polonaises pour les travaux de licence et puis de master. Marzi et Artur Selik, que vous connaissez peut-être. Bon, Marzi est assez connu à l'heure actuelle. Artur Selik est peut-être un peu moins connu. Ce sont deux auteurs polonais, Rosenberg et Gawronkiewicz. Et ensuite, j'ai eu l'opportunité de reprendre un cours de littérature ici à la faculté de lettres, ce qui m'a un petit peu ennuyé parce que, en fait, j'ai pas étudié la littérature française. Donc,
quand on m'a dit, voilà, tu vas faire un cours sur la littérature française, j'étais très emmerdé. Et j'ai demandé s'il y a pas moyen de pervertir ce cours en passant par la BD. Et on m'a dit oui. Donc voilà, c'est comme ça qu'est venue l'idée de travailler sur la bande dessinée. Voilà, la suite, je vais la réserver pour d'autres questions. D'accord, merci beaucoup. Nos collègues du CEF, qui sont de l'autre côté de l'écran, qui sont dans le public aujourd'hui, disent très intéressant de la complémentarité des approches. En effet, donc vous nous avez parlé de votre parcours en tant que lecteur, lectrice. On aimerait maintenant vous demander, Pauline et Nicolas, quel a été votre parcours en tant qu'auteur de bande dessinée. Vous demandez aussi si vous avez fait une formation, si vous avez reçu une formation spécifique pour être auteur de BD. Et si vous pouvez aussi nous parler de vos participations éventuelles à des festivals de bande dessinée comme le Festival d'Angoulême ou d'autres festivals. Si tu veux commencer, Pauline, maintenant. J'appuie pas au bon endroit, je suis pas très 2.0. Désolée. Alors attends, d'abord, quel est mon parcours, c'est ça? Oui, ton parcours comme moi, auteur de bande dessinée. mon parcours rapidement, moi à la base, voilà, comme je vous le disais, j'ai jamais lu trop de BD, j'ai jamais dessiné. Moi, je suis quelqu'un de l'écriture, je voulais écrire. Depuis que je suis petite, j'ai toujours voulu écrire. Mais je trouvais ça pas très facile de dire je veux être écrivain. Personne ne dit ça en fait. Et puis ça paraissait impossible. Et du coup, moi j'avais passé Sciences Po, j'ai raté. C'était la honte familiale de ne pas avoir une grande école. Donc j'ai fait une école d'art au grand désespoir de mes parents pour devenir directrice artistique dans la pub. Donc du coup j'ai appris à faire de la conception et ça m'aide pas mal dans mon boulot de tous les jours. Mais à la base j'ai vraiment une formation de direction artistique et de voilà aussi de montage. Vidéo, etc. Donc, j'ai fait aussi des petits courts-métrages. Voilà, donc j'avais déjà un peu des formes narratives, mais qui s'appliquaient plutôt à l'exercice de la conception publicitaire. Et puis, quand je suis partie en Argentine, justement, j'ai fait un stage dans la pub et j'étais enfermée à Puerto Madero, chez Le Burnett. Et je me disais que c'était pas ça pour moi, l'Argentine. Normalement, c'était la pampa, le voyage, les aventuriers, les gauchos, voilà. Donc, du coup, je suis partie sur la route, c'est ce que raconte mon livre qui a été traduit en espagnol. Et en fait, quelques années plus tard, j'ai un petit peu erré dans les dans les couloirs entre 25 et 30 ans, dans les couloirs de la pub, de la prod, de l'associatif, voilà, je savais pas trop ce que je voulais faire. Et à 30 ans, quand j'ai eu mon fils, en fait, j'ai commencé à écrire une petite BD. Je me suis dit, pour une fois, j'ai du temps. Je vais essayer de faire le concours Jeunes Talents d'Angoulême. Et j'ai envoyé 3 planches absolument horribles. Voilà, où je sais pas ce que j'avais. Et là, j'ai compris qu'en fait, faire de la BD, c'était un métier. Même si on était graphiste, qu'on avait fait une école d'art, tout ça, on pouvait pas s'improviser, il fallait savoir faire. Et du coup, j'ai fait une école de BD pendant 2 ans, qui s'appelle le Cézanne, et qui est vraiment super cool. Et j'étais très très mauvaise parce que je dessine très très mal. Et donc, mais apparemment j'avais des choses à raconter. Donc du coup, la BD, l'école, ça m'a permis d'écrire une histoire. Et après, j'ai vendu à la revue 21. Et à partir de là, j'ai pu commencer à être auteur. Voilà. Mais je crois que j'ai dépassé ce que je devais dire. C'est pas grave. Non, c'est très bien. Non, ça va. Je sais plus ce qu'il y avait d'autres comme questions, mais. Oui, et tu travailles toujours pour la revue 21, tu publies régulièrement des planches pour 21? Non, en fait, concrètement, ce qui s'est passé, c'est que du coup, en fait, avant de publier dans 21, j'ai retenté le concours des jeunes talents d'Angoulême, qui est quand même un très bon tremplin. Je tiens à les saluer d'ailleurs s'il y a des gens qui ont envie de participer à ce concours. C'est vraiment un super tremplin, c'est un bel exercice, l'équipe est super. Et moi, du coup, j'ai envoyé. Donc, le principe, c'est d'envoyer 3 planches et de n'avoir jamais été publié, mais il n'y a pas de limite d'âge. C'est 3 planches qui doivent avoir début, milieu, fin. C'est pas le début d'une histoire. C'est vraiment une histoire en 3 planches maximum. On peut en faire qu'une. C'est beaucoup sur la forme graphique. Et en fait, mon prof au Cézanne, du coup, m'avait conseillé m'a dit, en gros, si tu veux te faire remarquer, il faut que tu travailles sur la forme. Et donc, du coup, moi, j'ai commencé en général, en école, on se dit, qu'est-ce qu'on va raconter comme histoire? Je sais pas. Voilà, on n'a pas trop de conscience sur pourquoi on raconte telle ou telle histoire.
et qu'est-ce que ça raconte de nous. Et moi, j'ai fait 3 planches sur mes crises d'angoisse, en fait, qui sont un peu le moment où, enfin, c'est aussi ce que je raconte dans Les Mutants, qui est ma première BD. Comment les crises d'angoisse sont venues impacter ma vie et comment, du coup, ça m'a amené en psychiatrie à prendre des médicaments, enfin, à être dans ce trouble psy. Et du coup, les planches ont été sélectionnées aux Jeunes Talents, et donc ça a été la base de mon projet, en fait, et c'est un peu le cœur de mon travail, quoi. Ça m'a vachement questionné sur la construction de soi, qui est en fait vraiment mon thème. C'est ça qui m'intéresse. Finalement, je me rends compte que tout ce que je fais dans mon travail d'auteur, c'est vraiment autour de la construction. Et du coup, voilà. Donc, j'ai d'abord fait Jeunes Talents. Ensuite, j'ai travaillé en psychiatrie à la Salpêtrière avec une de mes copines qui était psychiatre, et je travaillais dans le service de l'enfant et de l'adolescent, donc avec des adolescents hospitalisés en psychiatrie. Et l'objectif, c'était qu'ils prennent la parole pour qu'ils expliquent ce que c'est que des maux psychiques. Donc, ça a résonné avec mon histoire, qui était expliquer en BD ce que c'est que des crises d'angoisse, ce qui était l'enjeu. Et eux, ils ont parlé de leurs maux psychiques. Et du coup, c'est ce qui a été publié dans la revue 21. Et ensuite, j'avais prévu de faire une version longue, qui est du coup Les Mutants, et qui a été achetée par Les Arènes, qui est la même maison, en fait. Mais depuis, je travaille plus trop pour 21. Enfin, j'ai refait quelques dessins, mais en gros, j'ai publié qu'une seule fois ou deux pour 21. Après, j'ai fait plus du travail. Je publie dans certains, pour Arte Radio, pour d'autres médias, lesjours.fr, pour Être Handicap. Enfin, voilà, où on me demande, en fait. D'ailleurs, en ce moment, je cherche des nouveaux projets. D'accord. Oui, comme tu disais, ton témoignage, ça peut encourager ceux qui écrivent ou font de la BD de se lancer, non, de se présenter à des festivals, d'essayer. En fait, moi, je trouve que, moi, je suis pas enseignante, il y a des enseignants ici, donc ils savent comme moi, mais j'interviens en tant qu'auteur, on me demande de venir intervenir en scolaire, etc. Et je trouve et c'est le sentiment, moi, que j'ai eu, peut-être que vous avez eu aussi, qu'en fait, si on rentre pas dans le moule à 23 ans et qu'on n'a pas trouvé sa voie exactement comme il faudrait, c'est foutu, quoi. Non, en fait, moi, c'est ce que je dis aux étudiants, et c'est mon parcours de vie qui m'a fait prendre conscience de ça, que à chaque petite étape, chaque échec nous amène à construire un parcours qui est unique et qui est le nôtre, et qui, en fait, pourquoi pas, si à 40 ans, 30, j'en sais rien, à n'importe quel âge, on se dit, tiens, j'ai envie de raconter des histoires. Ça ne veut pas forcément dire qu'on sera publié, mais on peut quand même le faire. Et c'est vrai pour n'importe quel. J'ai envie de chanter, j'ai envie de danser, j'ai envie de faire du théâtre. Pourquoi pas, en fait. Enfin, je veux dire, on s'en fout, en fait, que ça devienne professionnel ou pas. Moi, j'ai fait cette école de BD parce que j'en avais ras-le-bol de répondre à des clients qui me demandaient des trucs qui m'intéressaient pas, et que je prêtais ma technique pour des projets qui étaient pas les miens. Et donc, je l'ai fait. Et finalement, aujourd'hui, c'est mon activité principale. Bon, c'est moins bien payé que le graphisme. Tu as suivi ta passion, alors tu as couru après ta passion. Je sais pas, en fait, je sais même pas si c'était un objectif, ça s'est fait naturellement, en fait, parce que ça devait être ce que je devais faire, j'imagine. Je pense que c'est un peu ce qu'il faut. Enfin, moi, c'est un peu le message que j'essaie de véhiculer, parce que je trouve que beaucoup de gens se mettent des barrières parce qu'on se dit qu'on va pas y arriver, que non, que pourquoi moi, en fait, on est légitime qu'à partir du moment où. C'est vrai qu'une fois qu'on est publié, on se sent légitime, je pense. Mais on l'est avant. On a des choses à raconter aussi avant. Bien sûr. Merci Pauline. Et toi, Nicolas, quel est ton parcours en tant qu'auteur? Comment est-ce que tu es arrivé à faire de la BD? Alors, c'était intéressant ce que disait Pauline. Enfin, ça résonnait beaucoup pour moi. Cette idée du fait que on peut faire plein de choses dans la vie. Il n'y a pas forcément une seule ligne, une seule direction. Il n'y a pas vraiment de moule. Surtout si on est dans des conditions socio-économiques qui nous le permettent. Et naître en France, c'est peut-être plus facile de faire des choses diverses et variées que si on est dans des pays qui sont vraiment en grande difficulté, où on n'a pas les moyens de changer, en fait, où on est obligé de survivre. Donc moi, j'ai eu la chance de pas naître dans la survie, mais dans la vie, dans une vie plutôt, c'est celle des Français, quoi. En règle générale, plutôt qui laisse une certaine latitude en fait de décision. Et donc voilà, et je pense qu'elle a raison, Pauline, on peut faire plein de choses. Les êtres humains ont plein de capacités. On peut changer de carrière, par exemple. Moi, j'ai été professeur de lettres pendant très longtemps, et ça m'a bien plu, mais je me suis dit il y a quelques années que
qu'il fallait que j'aille voir ailleurs. Et puis, depuis l'enfance, en fait, j'ai envie de raconter des histoires. Je me suis un petit peu perdu en littérature pendant pas mal d'années, où j'ai tenté d'écrire des romans. J'ai écrit beaucoup de nouvelles et publié quelques-unes, mais c'était pas vraiment mon genre, je crois, parce que finalement, tout ce que j'ai écrit, surtout dans la partie roman, était assez mauvais. Et Dieu merci, c'est resté finalement dans les tiroirs. Et je crois que voilà, je me suis dit qu'il fallait que je revienne à mes premières amours, qui étaient la bande dessinée, que j'avais laissé tomber à 20 ans, parce que je suis parti étudier la littérature à la fac et que, avec des idées de grandeur, je considérais la BD comme un sous-genre à cette époque-là. Et je me suis dit que c'était peut-être très intéressant d'y revenir, au contraire. Je me suis mis à relire massivement tout ce que j'avais pas lu pendant 15 ans, donc à redécouvrir la bande dessinée. Et je reviens un peu à la question du début, c'est-à-dire mon parcours de lecteur, il s'accompagne de mon retour à la BD comme auteur, enfin, pour tenter d'être auteur. Donc j'ai vraiment lu énormément et appris beaucoup en lisant ce que faisaient les autres et l'immense diversité de production qu'il y a dans la bande dessinée européenne, hein, essentiellement, parce que j'ai jamais, pour l'instant en tout cas, vraiment accroché sur la BD nord-américaine, enfin le comics en général, et les mangas très très peu pour l'instant, hein, peut-être que j'y viendrai, mais c'est très axé sur la BD européenne, en fait francophone essentiellement, puisque c'est là que se produit l'essentiel de la bande dessinée en Europe. C'est vraiment le pôle incroyable, quoi, ce phénomène complètement magique de la BD francophone, que j'ai du mal à comprendre d'ailleurs, cette prééminence de la bande dessinée dans le champ des livres, parce que chaque année ça augmente, et je crois que j'ai lu qu'on est en train de passer autour de 20 ou 30% de production de livres qui sont de la bande dessinée. C'est très étonnant. C'est un phénomène, en fait, avec plein d'explications sans doute. Et pour terminer, donc, devenir auteur, c'est en fait simplement se lancer. Et en BD, ce qui est vraiment sympa, c'est que les éditeurs acceptent des projets. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé d'écrire tout un roman, ou une grosse partie d'un roman qui va vous prendre 2, 3, 4 ans de travail, et au final être refusé par 50 maisons d'édition, ce qui arrive en général. Non, en BD, on peut proposer, comme disait Pauline, alors toi c'était pour un concours, mais là je parle de simplement proposer un projet à un éditeur. On peut simplement faire 3 ou 4 planches, colorisées ou non, accompagnées d'un synopsis. Et ce qui fait qu'on peut, comme ça, faire des projets jusqu'à ce que ça intéresse quelqu'un, quoi. Donc moi, j'en ai fait 3-4, et puis le dernier, Espèce invasive, semblait intéressant à plusieurs éditeurs, et puis c'est Sarbacane qui m'intéressait, avec qui je voulais travailler en particulier. Et voilà, et c'était parti en 2018, et j'ai interrompu ma carrière de prof. Je pense que je n'y reviendrai pas, a priori. Même si j'aime ce métier, mais j'aime encore plus faire de la bande dessinée, à moins d'un effondrement global et mondial, et auquel cas je devrais peut-être réviser ce que je fais dans la vie, parce que je pense que la BD, c'est aussi lié justement aux conditions dans lesquelles on est actuellement, et qui vont peut-être changer assez rapidement, en fait. On est peut-être en sursis, c'est peut-être les derniers albums qu'on fait, Pauline. Si, je me suis très intéressé par tout ce qui se passe en ce moment, toute la réflexion qu'il y a autour de l'effondrement, et peut-être qu'il faut vraiment en profiter, là. C'est peut-être encore la dernière fenêtre où on peut produire des œuvres de l'esprit et les diffuser avec une telle audience, une telle facilité. C'est possible. On espère en tout cas qu'on pourra vous lire encore pendant longtemps, hein, qu'on aura d'autres albums qu'on pourra lire. Et Nicolas, est-ce que toi, tu as eu l'occasion de participer à des festivals de BD? Oui, parce que quand un livre sort, il faut en faire la promotion, c'est bien normal. Il faut rencontrer le public. Alors, il y a toutes sortes d'événements. Il y a beaucoup de dédicaces en librairie. Il y a des événements comme celui qu'on est en train de faire maintenant, c'est-à-dire une conversation, une table ronde, une rencontre en médiathèque, en bibliothèque. Et puis, il y a les festivals. Et les festivals, c'est aussi un phénomène incroyable que je ne m'explique toujours pas. Parce que ce sont des lieux où une vingtaine, une trentaine, 40... J'étais à un festival où il y avait 60 auteurs dans le Nord,
à Charleville-Mézières, c'est extraordinaire, et 60 auteurs, et puis les gens viennent pour rencontrer ces auteurs, pour acheter des livres, les lire, se faire faire une dédicace, un dessin, et à chaque fois je trouve ça très étonnant et magique que les gens aient envie de faire ça, en fait, de passer une journée entière, voire 2 jours. Bon, à titre personnel, pour moi, je trouve ça vraiment très enrichissant, les festivals, parce que je rencontre toute la faune, le petit monde, et le mondillo de la bande dessinée, les auteurs, les libraires, les éditeurs parfois, et le public, qui est toujours assez étonnant et assez divers. Alors, peut-être qu'il est, par rapport au public, je pense qu'il est en train d'évoluer, mais il reste, pour ce que j'en ai vu, quand même très masculin. Et j'espère que ça va progresser à l'avenir et qu'il y aura davantage de lectrices femmes. Ça a l'air de prendre cette voie, d'après ce que j'entends et ce qui se dessine. Il semblerait que les femmes s'intéressent davantage à ce genre, mais ça m'a l'air assez lent et je ne sais pas pourquoi. Je n'ai pas vraiment d'explication pourquoi est-ce que les femmes sont encore très minoritaires, non seulement comme autrices, mais comme lectrices de bande dessinée. Peut-être que Pauline a une idée à ce sujet, même si ce n'était pas la question de Victoria. Non, mais c'est une question très intéressante. Oui. Pauline, est-ce que tu as remarqué? Je ne sais pas très bien. C'est vrai que souvent on me pose la question, mais je pense que culturellement, c'était vraiment un monde de mecs quand même, de geeks avec des t-shirts un peu crado et les cheveux longs, quoi, parce que beaucoup d'auteurs de BD traditionnels, que j'adore, hein, mais avaient un peu ce look-là, et beaucoup de mecs. Et après, je sais pas, je pense que le fait qu'il y a des nouveaux formats qui sont inventés, justement, parce que là, on parle de bande dessinée, mais on n'a pas parlé des formes qu'il y a. Effectivement, les nouvelles formes, les romans graphiques, le fait que ça se diversifie sur plein de sujets, le fait qu'il puisse y avoir aussi des gens qui lisent sur Internet, enfin sur Instagram. Moi, c'est pas du tout ma pratique, mais je trouve qu'il y a tellement de propositions. Je vois, moi, je sais pas, il y a un Gibert à côté de chez moi, il a un énorme rayon où c'est que des albums qui sont plus féminins, féministes, entre guillemets. Et du coup, je pense qu'il y a un lectorat féminin qui, petit à petit, grandit, quoi. Moi, je lis pas forcément, je suis pas le lectorat type parce que je lis un peu tout. Moi, j'adore les mangas, j'adore, enfin voilà, je lis un peu tout. C'est pas très genré ma façon de lire. Après, je pense que c'est pas si c'est genré, en fait. Je pense que les gens vont s'intéresser à plein de sujets. Et c'est ça qui est génial aujourd'hui dans le foisonnement de la BD, c'est qu'il y a tellement de sujets que forcément, ben, on va trouver un album qui va nous parler de, je sais pas, l'histoire du vin, d'un truc très basique comme ça, l'histoire du vin, ou à, je sais pas, Tchernobyl, ou enfin voilà, tous les sujets sont traités, parfois trop traités, parce que finalement, il y a tellement de livres que les gens n'ont même pas le temps de les lire. Ce qui, bon, ça, c'est un questionnement à avoir aussi, parce que les éditeurs prennent beaucoup de projets, ce qui est super, et ce qui en même temps fait que bah, y a tellement de bouquins que bah, au bout de 3 semaines, le bouquin en librairie, il n'existe plus. Donc c'est difficile d'exister aussi, que le livre qui a un tel travail existe. Et c'est pour ça qu'aussi, je rejoins ce que tu disais sur les conférences, les rencontres en médiathèque, etc. Ça crée vraiment un lien avec le public parce qu'il y a une telle surproduction en France de livres qu'en fait, les livres existent très peu de temps en librairie. Les libraires n'ont pas le temps de les lire comme ce qu'ils faisaient avant et qu'ils pouvaient les recommander. Alors certains, oui, mais la grande majorité. Donc les festivals, c'est vraiment l'endroit où on va peut-être nous donner la possibilité de faire une rencontre et dans ce cas-là, le public va, comme là, nous écouter et se dire « Ah, bah cool, j'aime bien ce qu'il raconte, je vais essayer de m'intéresser à ce qu'il fait, etc. » alors qu'il ne l'aurait pas vu en librairie. Et moi, j'ai fait plusieurs rencontres en médiathèque super cool où il y a une vingtaine de personnes, où on discute, après les gens, ils posent vraiment des questions plus perso, ou alors des rencontres scolaires où justement, on va être artiste invité, etc. Et donc, du coup, je pense que là, ça ouvre aussi un lectorat un peu plus large, quoi. Et là, il peut y avoir justement des femmes, des hommes, des adolescents, des jeunes enfants, enfin, du coup, et l'interaction avec le public est vraiment super intéressante. Parce que ce qu'on a produit tout seul dans son petit laboratoire, dans son petit coin, tout d'un coup, vous appartient plus une fois que c'est publié. Et les réactions des gens sont ultra surprenantes et hyper intéressantes. Bon, parfois violentes, hein. Je ne cache pas que sur Internet, nous aussi, on est victime de gens qui nous défoncent la gueule. mais je trouve ça marrant. Moi, il y a des gens qui m'ont écrit sur les mutants pour me dire, des adolescents qui m'écrivent en me disant grâce à votre livre, je suis retournée à l'école. Ben, des messages comme ça fait en pleurer, quoi. Parce que je l'ai pas fait pour ça, quoi. Tant mieux si ça marche. Bref, voilà, en gros, c'est pas vraiment sur les femmes.
que vous en Oui, pensez? finalement, on revient toujours à la question de la construction collective du savoir, l'amorce de l'auteur d'une certaine manière, même si vous êtes assez vivant ici entre nous. Pour revenir sur la question de la production, peut-être, on voulait savoir comment se passe votre processus créatif, Pauline et Nicolas. Comment vous articulez dessin, écriture du scénario, et peut-être si vous pouvez identifier des influences dans votre œuvre d'autres auteurs ou d'autres expressions artistiques. Je commence. Vas-y, je t'en prie. Alors là ça tombe bien parce que je suis en train de commencer l'écriture du tome 2 de Megafauna. Et donc pour répondre à ta question, Agustina, je commence par écrire en fait un texte en prenant des notes. En fait c'est une prise de notes finalement d'idées qui s'accumulent et qui finissent par faire une vingtaine ou une trentaine de pages. Et à partir de ces 30 pages, je retravaille pour composer une histoire. En fait. Et c'est donc un long synopsis d'une trentaine de pages que je propose à mon éditeur. Et comme j'ai fonctionné comme ça avec Sarbacane, c'est-à-dire qu'il y a un aller-retour entre l'éditeur et moi, son équipe et moi. C'est très important d'avoir vraiment un lecteur avec un regard expert qui puisse voir ce qui fonctionne et ce qui peut-être pourrait être amélioré. Donc à partir de ces allers-retours, je vais construire un scénario plus détaillé, planche par planche, et lorsque le texte est posé, écrit, je sais qu'il y a d'autres auteurs qui font autrement, mais moi j'ai besoin d'avoir que tout soit calé quoi, pour commencer à dessiner, parce que le dessin est très long, c'est des centaines d'heures de travail. Donc c'est important qu'il n'y ait pas d'erreur massive qui porterait à refaire des planches entières. Ce serait une catastrophe. Donc voilà, un texte très détaillé, et ensuite le passage au dessin, ce qui n'empêche pas de revenir sur les dialogues, par exemple, ou affiner les textes jusqu'au bout, quoi, jusqu'à la dernière minute avant d'envoyer les planches à l'imprimerie. On change certaines choses, des détails parfois. C'était ta question ? Parfaitement, merci. Et Pauline, pour toi, comment se passe le processus de production, d'écriture, de dessin? Alors, moi, là, j'ai fait 3 autres albums. Au début, je faisais des storyboards. Bon, moi, déjà, ce que je vous ai dit, je ne suis pas dessinatrice de base, donc je décalque tout. Moi, je suis vraiment une graphiste. Donc, je vais chercher des images sur Internet, je fais un photomontage et je décalque à la table lumineuse tout ce que je vais dessiner, en fait. Et là, en fait, mon dernier album, celui sur lequel je travaille depuis bientôt 3 ans, mais c'est un peu de l'écriture en temps réel. En fait, comme en gros, c'est un journal basé sur... en gros, il y a 3 ans, mon mec m'a quitté, mon mari, le père de mes enfants. Et donc, j'étais très, très dévastée. Et donc, mon éditeur m'a dit, sachant que le livre d'avant, donc Les Descendants, pour ceux qui l'ont lu, c'était l'histoire de notre histoire d'amour. Donc, du coup, ce livre est sorti. Et 1 mois après, il m'a quitté au bout de 15 ans, du jour au lendemain. Et donc, j'étais évidemment dans un état assez lamentable. Et donc, 4 mois plus tard, j'étais sélectionnée au festival à Saint-Malo pour un prix Révélation. Enfin, je n'ai pas eu le prix, mais voilà, j'étais dans la sélection. Il fallait que j'aille défendre cet album qui parlait de mon histoire d'amour que j'étais en train de vivre. Voilà. Et donc, du coup, mon éditeur m'a dit tu es complètement effondré, je te signe ce que tu veux. Voilà, parce que pour le coup, il est un petit peu fou. Mais c'est ce que j'aime aussi. Et donc, il m'a dit, donc je lui ai dit, je vais écrire un truc qui s'appellerait Les Bâtards. Donc voilà, c'était un peu pour démon. Bon, voilà, pour petite vengeance. Bon, évidemment, 3 ans plus tard, je ne vais pas écrire exactement ça, mais donc moi, j'ai écrit un journal. C'est un journal, un doc Word pendant 1 an. Et ensuite, ça, je l'ai retransformé en scénario écrit avec des références visuelles, parce que à la base, comme je bossais dans la pub, j'ai ce réflexe de faire comme si c'était un film. Et ce scénario, je l'ai transformé en planches originales, mais qui sont des planches ancrées, parce que moi, je travaille en traditionnel, donc j'imprime des images et je décalque à la plume. Je crée mes planches à la plume, à l'encre de Chine, etc.
Et donc là, en fait, c'est pour ça que j'ai du mal à le finir, parce que contrairement à Sarbacane, où pour le coup, l'éditeur de Sarbacane est connu pour être quelqu'un qui lit vraiment ce que font les auteurs de BD, ce qui n'est pas le cas de tous les éditeurs. Donc moi, j'aime bien, il me laisse complètement libre dans ma création, parce qu'il est un petit peu fou. Mais en même temps, je suis assez seule. Et donc, du coup, c'est vrai que là, j'arrive pas trop à finir parce que personne ne me cadre. Donc, j'ai dessiné des planches et des planches et des planches. Donc là, j'ai 200 planches que j'essaie de réarticuler dans une narration. Donc, mon processus créateur, là, c'est pas vraiment comme un album de BD classique. Disons que moi, comme là, je travaille sur de l'autofiction. C'est vraiment, j'écris en temps réel ce qui m'arrive et ça nourrit mon histoire. Mais bon, c'est peut-être la dernière fois que je fais ça parce que c'est très fatigant de faire ça. Voilà. D'accord, merci. Et pour ce qui est de la traduction, parce que Les Descendants a été traduit et publié après en Argentine, est-ce que tu peux nous parler de cette expérience? Tu as été sollicité, c'est toi qui as cherché un traducteur, une traductrice. Comment vous avez travaillé? En fait, c'est du coup pour en revenir à Matteo Chapiré de l'Institut français. Je l'avais rencontré en 2016 quand j'étais venue faire des recherches pour écrire Les Descendants. J'étais allée au musée de l'immigration, j'avais rencontré pas mal d'acteurs locaux, etc. Et du coup, j'avais été voir Matteo qui m'avait dit si tu veux être traduit, il faut que tu obtiennes la bourse Ocampo. Donc c'est une bourse qui est donnée par l'Institut français, mais pour ça il te faut un éditeur argentin. Du coup, il m'avait donné les noms le monde de la BD argentine n'est pas hyper grand. Donc, il m'avait donné le nom d'une dizaine d'éditoriales que j'étais allée voir. Et comme les Argentins sont quand même très cool et à la one again, et moi j'adore, parce que j'aurais jamais eu autant de rendez-vous en aussi peu de temps à Paris. Et du coup, j'avais rencontré un éditeur qui est assez génial, de Tren en Movimiento, qui s'appelle Alex Schmidt. Et du coup, Alex m'a dit moi ça me va, je traduis, j'adore et tout. Et donc, il a obtenu la bourse. Et en fait, Matteo a organisé toute une petite tournée pour que je vienne à Buenos Aires en fin 2019. Et j'ai participé au festival de Crack Bang Boom à Rosario. Et puis, j'ai fait une conférence à l'Alliance, à la UBA et à l'Institut. Et du coup, c'est moi qui avais traduit, en fait. J'ai traduit tout le bouquin et on a essayé d'avoir une bourse, mais on l'a pas eu. Enfin, en gros, il y avait une bourse de production, en fait, pas de traduction. Et du coup, j'ai tout traduit et lui, il a retraduit, enfin, il a corrigé les fautes, quoi. Mais je trouvais ça cool que ce soit en espagnol d'Argentine, quoi. Que ce soit vraiment ce qu'on connaît, qu'on aime bien du porteño, quoi. Oui, d'ailleurs, tu fais parler tes personnages avec un jargon très porteño, non? C'est génial, Ouais. c'est génial de lire dans Les Descendants. Moi, j'ai appris vraiment l'espagnol en bossant dans une agence de pub à Buenos Aires. Donc, du coup, j'avais l'espagnol. Je savais pas parler espagnol, quoi. J'avais appris au lycée en France, mais mal, comme on apprend les langues en France. Et du coup, j'ai appris avec des porteños, mais je comprenais rien. Et donc, en fait, c'est très drôle parce que je parle vraiment porteño, quoi. Je sais pas parler un autre espagnol, en fait. Donc, c'est toujours bizarre quand les gens m'entendent parler. Parce que du coup, c'est très, très typé, quoi. D'accord, c'est une vraie porteña. Alors, la prochaine question est pour Olivier, notre collègue professeur de français langue étrangère à IASI en Roumanie. Et Olivier, on voulait te demander comment elle s'est construite ton expérience avec la BD comme support pédagogique dans tes cours de langue culture étrangère. Nous avons vu sur vos pages internet de l'Institut français de IASI que tu mènes des ateliers de lecture avec des publics de différents âges et différents niveaux, que tu mènes aussi des projets d'écriture et des projets de création de planches auprès des étudiants universitaires à IASI. Est-ce que tu pourrais nous en parler? Oui, la BD a ça offre cette diversité justement qui permet de l'attaquer sous différents angles, par le dessin, par le sujet, par le texte. Donc, c'est très intéressant au niveau pédagogique au sens large du terme. Je pense pas forcément pédagogique à la classe, mais pédagogique dans le sens de l'apprentissage en général, puisqu'il peut intéresser, c'est un médium qui peut intéresser beaucoup de gens. Alors, oui, au niveau des ateliers et de tout ce qu'on organise, le lectorat ici a commencé avec donc tout d'abord les cours de français, puis une étudiante qui est venue près de moi il y a 2 ans et demi à peu près,
et qui m'a dit que ce serait bien de faire des ateliers. Bon, donc elle s'est choisi une partenaire, elle a commencé à faire des ateliers et proposer des ateliers dans des lycées et collèges en Roumanie. Alors, il faut savoir que pour eux, c'est très nouveau. Alors, en France ou en Belgique, on s'en rend pas très compte. Je sais bien, parce que je viens de Belgique et j'ai eu la confrontation en arrivant ici. C'est que la bande dessinée a une place prédominante en France ou en Belgique qu'elle n'a pas du tout en Roumanie, par exemple, ni en Pologne. C'est-à-dire qu'elle est considérée toujours comme un médium qui s'adresse aux petits, aux enfants. On comprenait pas très bien un cours à l'université sur la BD, c'était un grand point d'interrogation aussi. On s'est dit que ça allait être simple, que voilà, c'était juste des petits Mickey. Et en fait, ce que j'ai essayé de leur montrer, c'était justement la complexité du médium. C'est vraiment pas évident. À la fois, c'est un médium démocratique puisque si on connaît un peu le dessin, on sait écrire et on a une histoire à raconter, comme le disait Pauline. Il y a très facilement moyen d'accéder à la bande dessinée. Et d'un autre côté, pour faire une autre bande dessinée, une bonne bande dessinée, c'est très difficile aussi. Quand on pense aux bandes dessinées, je prends un classique des classiques comme Tintin par exemple, tout le travail qu'il y a derrière et toutes les années de travail, de réflexion sur comment construire une bande dessinée, c'est énorme en fait. Et c'est méga intéressant de voir comment ça a évolué. Bien, et par rapport, donc, pour revenir à nos ateliers, justement, donc le projet BD a commencé, on s'est attaqué tout d'abord, le terme était un peu violent, surtout 20 ans après le Wall Street Center, mais on s'est penché sur l'intérêt, piquer l'intérêt des lycéens, des collégiens, ici en Roumanie, avec des ateliers très larges. Donc on présentait vraiment des classiques, et aussi la bande dessinée en tant que médium. Ensuite, on a continué avec beaucoup de choses. Donc, on a continué avec la conférence pour les professeurs de français. Je pense que c'est là qu'on s'est connus, d'ailleurs, Victoria, Agustina. Donc, une conférence qui présentait comment utiliser la bande dessinée en classe de FLE, français langue étrangère. Donc, ça, je pense que c'est un cheval de bataille. Et on a continué beaucoup sur la pédagogie. Mais à côté de ça, on a fait des ateliers, on a abordé par les sujets, notamment on a travaillé sur la sorcellerie en bande dessinée. C'était passionnant parce qu'on a travaillé avec un public et c'est là qu'on voit que la bande dessinée peut parler facilement au-delà du texte. On était face à un public principalement francophone, mais avec des jeunes Roumains qui venaient de lycée et des Français qui venaient de je ne sais plus quelle ville d'ailleurs, mais on était face donc à un public mélangé avec des jeunes Roumains qui parlaient pas très bien français, qui avaient peur de communiquer avec les Français, qui étaient donc les tables, on a fait exprès de les mélanger en mettant les jeunes Français avec les jeunes Roumains, et on a vu que la magie a opéré en fait, et grâce au dessin principalement, qui a pu réunir en fait les cultures, et ça a été vraiment une expérience géniale. Voilà. C'est là qu'on s'est rendu compte aussi que ça a pu casser certains clichés et certaines frontières qu'on se met directement en se disant tiens, je vais arriver en Roumanie, ils vont avoir une autre culture, ils vont penser à autre chose, alors qu'en fait les adolescents en 2021 ont à peu près tous et toutes les mêmes préoccupations, ils écoutent tous et toutes la même musique, on est dans un monde très globalisé et on peut voir qu'en fait on peut facilement casser les frontières, voilà. Et le public de tous les âges, oui, c'est dû au fait que le lectorat s'adresse à un public d'étudiants. Cependant, mon chef à l'Institut français m'a bien dit, avant d'être étudiants, ils sont lycéens, avant d'être lycéens, ils sont collégiens, avant d'être collégiens, etc. Et donc, pour les amener vers l'université et vers le français, ce qu'il faut, c'est piquer leur curiosité dès le plus jeune âge. Et la bande dessinée est un secteur justement excellent pour ça, parce que non seulement il est très neuf ici en Roumanie, ce que je dis là est un peu faux, c'est-à-dire qu'il y a des auteurs locaux, auteurs-autrices locaux qui sont absolument fantastiques, mais qui n'ont peut-être pas toujours le marché, la reconnaissance qu'ils pourraient avoir. Et d'ailleurs, la plupart des jeunes artistes qui ont 30 et 40 ans, soit écrivent directement en français, pour s'adresser à un milieu francophone, soit écrivent directement en anglais et s'adressent vers un milieu anglophone. Et très peu écrivent directement en roumain, sachant que malheureusement,
je pense que c'est pas les auteurs présents qui vont contredire. Il y a un côté financier aussi qui doit malheureusement être présent. Et donc, on doit toucher un certain public. Il y a une reconnaissance sociale, une reconnaissance financière qui est importante aussi. Et c'est vrai que je ne vais pas dire que les auteurs français et belges sont très gâtés, parce que quand même, je sais que le SMIC, etc., bon, c'est un problème très large au niveau des jeunes auteurs. Sachez juste qu'en Roumanie, en Pologne, c'est encore pire. Voilà. Donc, vivre de la bande dessinée ici, c'est encore plus difficile. Donc, on essaye aussi de toucher un public local avec des artistes locaux. Je trouve ça très important. Et de faire le lien, d'être le trait d'union entre une culture franco-belge et la Roumanie, qui est très francophone aussi d'ailleurs en général, par le médium de la bande dessinée. Donc on voit vraiment qu'elle a beaucoup d'aspects, cette bande dessinée, et des aspects un peu inattendus, auxquels même moi je ne m'attendais pas en arrivant ici, et que je suis très content de pouvoir développer. Voilà. Ah oui, et dernière chose, au niveau de la BD, au niveau universitaire, j'ai eu dans l'équipe bande dessinée tout d'abord Bianca et puis Adelina qui ont continué depuis 2 ans et qui maintenant ont terminé leur master et ont présenté des sujets très intéressants sur la bande dessinée. La première sur la Pandora et le mythe de Pandore en bande dessinée. Elle a proposé des approches didactiques aussi avec des fiches pédagogiques qui sont très concrètes sur comment aborder le mythe de Pandore dans la classe de FLE. Voilà, donc vous voyez, c'est très pointu. Et Adelina a proposé un autre sujet aussi très pointu. En comparaison à bande dessinée et la littérature. Pardon ? Non, ça s'était coupé. Je crois que la connexion est un peu défaillante maintenant, mais là, c'est bon, je pense. Oui. D'accord, ok, d'accord. Désolé. Donc, Adelina a travaillé sur l'enfant soldat, l'image de l'enfant soldat, et là maintenant, j'ai un étudiant qui va travailler sur une comparaison de l'image de la Shoah dans la bande dessinée germanophone et la bande dessinée francophone. Ce qui me paraît être un sujet aussi très passionnant. Il y a beaucoup de bandes dessinées sur la Shoah à l'heure actuelle. On pourrait croire que c'est entre guillemets un vieux sujet, alors qu'en fait, il réapparaît. Bon, il a eu différentes étapes d'apparition et différents modes d'apparition aussi, afin de ne pas lasser les gens et afin de ne pas répéter. Mais voilà, donc c'est un peu l'ensemble de ce qu'on prévoit et de ce qu'on fait aussi. D'accord. Et donc, c'est un outil qui permet de faire vraiment un travail transversal, n'est-ce pas? Travailler non seulement sur la langue, mais aussi, comme tu disais, sur des aspects culturels, identitaires, sur l'histoire. Tu nous as partagé une série de planches. C'est le travail des étudiants avec lesquels vous avez fait ces ateliers, c'est ça? Tout à fait. Tu peux les partager si tu veux d'ailleurs. Donc on a lancé un projet ici il y a maintenant à peu près 1 an. Bon, il a pris du retard suite à la pandémie bien connue, je pense. Donc c'était un projet où on a allié les étudiants, les collégiens et lycéens. On leur a proposé d'écrire un scénario qui devrait tenir en 1 page, 2, 3 pages maximum. Un scénario sur base d'un concept avec deux élèves. Donc, il y a Louis et il y a Amélie, qui sont 2 bons amis, qui s'entendent très bien, avec, merci beaucoup, avec l'idée aussi qu'on voulait les garder amis absolument. On sait bien que psychologiquement, c'est très important dans une bande dessinée de garder ce suspense. Merci beaucoup. Donc ici, on voit que c'est l'histoire d'un cauchemar, en fait. C'est pour ça qu'il y a du noir et blanc. Les dessins ont été faits par des jeunes artistes de l'Académie d'art de Enescu qui ont 21 ans chacun, Răzvan et Raluca. Et oui, l'équipe a été rajoutée par Radu aussi, un autre de notre équipe bande dessinée. Et donc, c'est un travail vraiment commun qui a lié beaucoup de jeunes. Et l'idée, c'était vraiment de faire ce travail et puis aussi de produire des fiches pédagogiques. C'est la prochaine étape, des fiches pédagogiques sur base de cette bande dessinée. Voilà. Voilà. Donc, on voit encore que le médium bande dessinée s'applique à tous les âges, en fait. Je pense ici à notre collègue Anka qui va animer pour des jeunes de 8 à 12 ans, hein, des ateliers aussi. Donc, on peut vraiment faire et s'adresser à tous les âges
On s'est adressé aussi aux grands et aux adultes ou aux vieux, ça dépend comment on les appelle. Je rigole, hein, je me compte dedans. Donc, sur un atelier sur l'autobiographie où on a posé des questions essentielles, genre comment peut-on se mettre en bande dessinée? Essayez d'imaginer votre vie en bande dessinée. Et là, on se penche vraiment sur le médium dans toute sa complexité. Et on se rend compte qu'en fait, c'est un médium qui est très réfléchi. Hein, même pour des dessins très simples, il faut réfléchir beaucoup. Merci beaucoup pour le partage. Voilà. Merci. Attends. Hop. Là, Et ça, c'est un projet qui a été coordonné, excuse-moi, qui a été coordonné par une de mes étudiantes d'ailleurs. Donc, pour dire que c'est le fait de les faire travailler en autonomie qui les motive aussi. C'est psychologiquement, je sais qu'il y a beaucoup de profs qui nous écoutent, donc c'est important. La perspective actionnelle insiste sur le fait de rendre actives nos apprenants-apprenantes de n'importe quel âge, c'est-à-dire d'activer leurs connaissances préalables. C'est-à-dire, ils connaissent pas une langue, mais ils connaissent des choses. Ils connaissent de la danse, ils savent cuisiner, ils savent faire du judo, peu importe. Et comment intégrer le français dans leur monde. Donc, si tu fais du judo, parle-moi de judo, mais en français, par exemple. Et donc, la bande dessinée permet aussi justement cette perspective actionnelle qui est magnifique. Merci beaucoup pour ce témoignage. On va continuer. Désolée, c'est vraiment tout très intéressant. On va avancer un petit peu sur les autres questions. Cette question est pour Nicolas et pour Pauline. Et on voudrait faire un petit zoom sur vos BD Espèces invasives et Les Descendants. En fait, ces deux BD, elles ont en commun le fait d'être ancrées à Buenos Aires, toutes les deux. Et on peut voir dans les vignettes des deux BD des lieux emblématiques de la ville de Buenos Aires, des lieux qui sont pas forcément très touristiques. On voit le quartier Constitución dans Les Descendants, on peut voir le kiosque, la glorieta Barrancas de Belgrano dans Espèces invasives. On voit le microcentro, les personnages se promènent dans le quartier de Palermo, dans Espèces invasives, ils vont jusqu'au delta du Tigre. On voit aussi des personnages qui parlent avec un jargon, vous faites parler vos personnages avec un jargon très porteño, c'est ce que disait Pauline tout à l'heure, mais c'est le cas aussi dans Espèces invasives, où les personnages, voilà, ils utilisent des expressions d'ici comme hola amigo, buena onda, et le vocatif che qui apparaît très, très souvent. Donc, on voulait vous demander pourquoi vous avez décidé de faire ce choix par rapport au cadre, par rapport à la diversité des paysages, à la diversité, à la variété linguistique. Pourquoi avoir fait ce lien et quel est, si vous voulez raconter un petit peu votre lien avec l'Argentine et avec Buenos Aires en particulier. Si tu veux commencer, Pauline. C'est bizarre parce que du coup, on a un peu l'impression de parler tout seul parce qu'il n'y a pas d'autre bruit. Non, ça ne vous fait pas ça? Non, j'ai l'impression d'être tout seul quand je parle. C'est bien, reste connecté, Victoria, je préfère. Ouais, après, moi, j'ai le pitch des Descendants, c'est vraiment... moi, j'ai grandi dans une famille où il y avait cette légende familiale autour de l'Argentine. Donc, il y avait vraiment... sachant que la plupart des gens de ma famille ne sont jamais allés en Argentine. Donc, en fait... c'est mes arrière-grands-parents qui ont émigré au début du XXe siècle. Et le storytelling, c'est un peu Titanic, c'est qu'en fait, mon arrière-grand-mère qui était très pauvre, enfin c'est vraiment, on est à Hollywood, hein. Mon arrière-grand-mère était très pauvre, elle a quitté l'Espagne, son petit pueblo, toute seule, et mon arrière-grand-père aussi était paysan, il venait d'un pueblo, enfin fond de la France, et ils se sont rencontrés sur le bateau parce qu'elle s'est fait agresser par des voyous, donc il l'a défendue, et évidemment ils sont tombés très très amoureux, et voilà, et donc Titanic, bon sauf que sans le naufrage, donc du coup moi il y a c'est vraiment un pays imaginaire, et donc en fait mon arrière-grand-mère et mon arrière-grand-père ont eu 6 enfants,
Et les 4 premiers sont nés en Argentine. Ma grand-mère et sa sœur sont nées en France. C'est les 2 dernières. Et en fait, tout le monde a eu évidemment, il y a des cousins. C'est une grande famille, quoi. Et tout le monde adore rajouter des détails à cette histoire, des détails hyper rocambolesques, que notre arrière-grand-père avait un léopard, que il se baladait dans la pampa avec une Winchester. Enfin, voilà. Ce qui était peut-être vrai, mais en fait, personne n'a jamais vérifié. Ni même l'histoire qu'ils ont vécue, etc. Et donc, du coup, moi, quand j'ai eu 24 ans, je suis tombée amoureuse d'un aventurier, parce qu'évidemment, c'était pas possible de pas tomber amoureuse d'un aventurier, parce que on est destiné, évidemment. Donc, du coup, je suis partie vivre en Argentine. Et quand je suis arrivée en Argentine, je suis arrivée à Puerto Madero, quoi. Donc, en fait, ça avait rien à voir. Donc, du coup, la symbolique du lieu, elle est super importante aussi, parce qu'il y a Buenos Aires tel qu'on l'imagine, et en même temps, aujourd'hui, là, vous êtes à Buenos Aires, et je me dis, j'aimerais bien être à Buenos Aires, parce que je connais, et puis j'adore et tout. Mais en fait, pour plein de gens, Buenos Aires, c'est tellement exotique, parce que c'est tellement loin, et on imagine plein de choses. Donc, moi, j'imaginais plutôt que ça ressemblait à la Bolivie, mais j'étais jamais allée en Bolivie, donc je savais pas non plus à quoi ça ressemblait. Donc, en fait, ce que je trouve rigolo, c'est l'ailleurs, en fait, comment on se représente l'ailleurs, en fait. Donc là, finalement, après, mon personnage, il se balade dans les différents quartiers de Buenos Aires, et puis après, il part sur la route, parce qu'en fait, il veut être un globe-trotter, mais en fait, après, ça lui plaît plus. Donc voilà, donc du coup, le décor est hyper important. Et puis, comme je dessine beaucoup d'après photos et tout, pour moi, c'était important de vraiment dessiner Buenos Aires tel que je l'ai connu, tel que je l'aime d'ailleurs, parce qu'en fait, j'ai un véritable amour pour cette ville. Parce que aussi j'ai vraiment cristallisé une période de ma vie où j'ai vraiment, ce que je raconte un peu dans le livre, mais pour moi c'est vraiment un moment où j'ai quitté le nid et j'ai grandi en Argentine, quoi. Il y a vraiment une partie de moi qui est restée à Buenos Aires, et donc c'était un plaisir aussi de dessiner Buenos Aires. C'était un peu y être aussi, quoi. D'accord. Voilà. Et puis du coup, avec le folklore, il y a aussi même juste de vous écouter parler argentin, c'est un plaisir, quoi. On a envie d'y être. Et est-ce que certains de ces clichés, de ces mythes qu'il y avait dans ta famille, enfin, quand tu avais partagé au sein de ta famille, ont été confirmés en venant ici ou peut-être contredits avec l'expérience de séjourner ici? Eux, en fait, ils m'ont raconté l'Argentine, mais personne n'avait jamais mis les pieds, en fait. Donc, Il n'y avait rien, quoi. À part, oui, la Pampa, bon, mais je savais pas que la Pampa, c'est le nom d'une région. Mais moi non plus, je savais pas. Enfin, en fait, comme tout touriste qui débarque en Argentine, quoi. Voilà, ce que je dis à un moment dans le livre, c'est, je savais même pas qu'on mangeait de la bonne viande. Enfin, je connaissais, Maradona et, je sais pas, c'est tout, quoi. Enfin, et quand je questionne les gens ici, c'est pareil. En fait, c'est loin, on connaît pas, quoi. Maradona, Eva Perón, parce que Madonna a chanté Don't Cry for Me Argentina, quoi. Mais voilà. Et c'est assez rigolo parce que ça questionne aussi, l'ailleurs, mais ça marche avec l'Argentine, mais ça marche avec n'importe quel pays, quoi. C'est aussi ce qu'on peut s'imaginer du rêve. Et puis, ça questionne aussi quand les gens ont quitté leur pays pour aller ailleurs. Quand on migre, qu'est-ce qu'on imagine du pays aussi, quoi. Et donc, oui, il y a la langue, toute la vie là-bas, quoi. D'accord. Et dans ton cas, Nicolas, pourquoi ce choix du cadre porteño dans espèce invasive et la langue des personnages, les lieux, quel est ton lien avec l'Argentine? Moi, comme Pauline, moi, je suis tombé amoureux de l'Argentine, bon, plus particulièrement de Buenos Aires, où j'ai vécu 5 ans. Et en rentrant d'ailleurs en 2018, quand je suis revenu en Europe, j'ai ressenti une nostalgie qui ne m'a pas quitté pendant 1 an et demi, quoi. Maintenant, ça va mieux. Je crois que j'ai peu à peu accepté que je n'y vivais plus. Je crois que c'est ce qui est difficile, surtout quand on part. Pauline parlait des gens qui vont quelque part. Moi, je revenais, et c'est de la perte de beaucoup d'amis, en fait, qui sont tellement loin, à l'autre bout du monde, parce que c'est littéralement à l'autre bout du monde. Je m'étais pas bien rendu compte que c'était au niveau de l'Afrique du Sud, en fait, quand je partais là-bas pour travailler. Mais c'est vraiment très très loin. Voilà. Et puis donc quand je suis arrivé en Argentine en 2013, je m'étais dit, il faut absolument que mon premier projet de BD qui fonctionne ait lieu à Buenos Aires.
Et j'avais déjà l'idée d'une apocalypse et je voulais que cette apocalypse se déroule dans cette ville-là. Je trouve que ça s'y prête très bien aussi. Il y a un côté, peut-être peut-être à cause des bandes dessinées qu'il y a eu au sujet de l'apocalypse. Je pense aux Éternautes, hein, par exemple. Mais il y a quelque chose de presque apocalyptique à Buenos Aires, peut-être dans le désordre de la ville, mais aussi dans tout ce qui s'est passé, qui a été assez terrible. À la crise de 2001, par exemple, une forme d'apocalypse pour beaucoup de gens. Et voilà, je trouve que ça s'y prêtait bien. Puis bon, on a beaucoup trop d'apocalypse qui se passe à Washington ou à New York ou à Paris. Il faut décentrer les choses, ou plutôt les recentrer là où c'est plus intéressant. Alors pour moi, c'était beaucoup plus intéressant de le faire passer là-bas. Je voulais montrer la ville aussi. C'est comme un hommage, en fait. C'est vraiment un hommage à cette ville qui m'a si bien traité, où j'étais si heureux de la montrer. Et c'est vrai que les personnages se promènent comme tu le disais aussi, Pauline, se promènent de quartier en quartier. Donc on passe par Belgrano, on passe aussi par Recoleta beaucoup et Puerto Madero. Ils vont jusqu'à Tigre en bateau. Voilà, je les promène. En fait, ce ne sont pas du tout les personnages qu'on voit sur la couverture. Aucun d'entre eux n'est argentin. En fait, ils sont tous sont des scientifiques qui sont venus pour un séminaire sur les espèces invasives à Buenos Aires. Et quand ils arrivent, ça va très mal se passer pour eux et pour le monde entier d'ailleurs. Donc ils découvrent en même temps, la personnage principale c'est Tamaris, elle est en haut de la couverture et elle découvre la ville comme touriste au début et lui tombe dessus quelque chose d'assez hallucinant, quoi. Un météore qui leur tombe tous, c'est pas littéralement un météore, mais c'est une fin du monde, quoi. Et voilà, et ça me plaisait bien et j'espère que ça fonctionne par rapport à la vision que je donne de cette ville, quoi. Dans pas mal de planches, on peut voir la ville. Oui, on reconnaît très bien la ville et on s'identifie, enfin ce que tu disais, aux références que tu donnes, comme la référence au président qui s'envole en hélicoptère, même aussi dans des scènes dans Les Descendants, la ronde du jeudi des mères de Place de Mai, la Madre de Plaza de Mayo. On voit dans les deux BD des références très fortes à notre histoire et à notre culture. Et par rapport à la langue, pardon, sa question portait aussi sur la langue, c'est très difficile parce que c'est une publication en français. Donc les personnages sont censés parler en espagnol, tous, ils comprennent tous l'espagnol, même s'ils ne sont pas argentins. Mais il n'y a pas d'espagnol dans ma BD. Alors, il y a quelques expressions qui sortent de ci, de là, mais j'espère qu'un jour elle sera traduite, on ne sait jamais, ce serait fantastique. Le traduire en espagnol, c'est magnifique. Il y a sûrement de nombreux traducteurs et traductrices qui sont en train de vous écouter en ce moment. Donc, ça peut être de beaux projets pour l'avenir, de traduire vos livres. Et Aous, est-ce que tu veux qu'on passe aux dernières questions? Comme ça, on laisse la parole aussi au public pour la fin de cette rencontre. Oui, bien sûr. Je reprends une question pour Olivier, puisqu'on est en plein dans l'interculturel, dans l'interculturalité, l'autre. Donc, Olivier, tu es prof de FLE et donc tu donnes des cours de langue culture étrangère et autour avec l'outil incontournable qui est pour toi la BD, comment tu t'en sers pour aborder ces sujets de l'interculturalité, l'identité, le rapport à l'autre, les clichés? Oui, il y a beaucoup de manières de le faire. Il y a les bandes dessinées qui sont pleines de clichés qu'on connaît actuellement et on a vu l'affaire qui s'est passée au Canada notamment. On sait que le politiquement correct fait beaucoup de ravages à l'heure actuelle. Et les clichés, ils ont deux côtés. D'un côté, vous avez les stéréotypes que vous retrouvez dans les bandes dessinées et vous avez l'esprit critique que vous pouvez aiguiser justement par rapport à ça. C'est pour ça que je suis contre la disparition justement de ces œuvres où il y a beaucoup de clichés. Non pas parce que j'appuie les clichés, mais parce qu'elles permettent plutôt de développer un esprit critique. Et
Donc oui, par la bande dessinée, il y a celles qui ont des clichés, mais aussi la bande dessinée francophone. Là, je rebondis sur l'idée qu'il y a eu avant. Par exemple, on peut citer Töpfer, qui était suisse, Angoulême, qui a été cité précédemment pour Pauline aussi. Le fait que Angoulême, c'est en France, mais c'était créé par un Belge quand même, ce festival. Et le premier poster a été fait par Hugo Pratt, qui était italien et qui a eu sa formation en Argentine. Et par là, je pense qu'on a déjà résumé ce que veut dire la BD franco-belge et ce que je trouve justement dans l'interculturalité, la francophonie, c'est le fait que oui, on écrit tous français, mais on n'est pas tous français ou belges. Et c'est ça l'intérêt justement de ce médium. Et dans les dernières années, la diversité a fait qu'elle a attiré aussi pas mal d'auteurs autrices qui n'auraient pas pu s'exprimer dans leur propre pays. Je pense à La couleur de l'infamie, notamment j'ai perdu son Causerie, voilà, excusez-moi, un Égyptien qui n'aurait jamais pu publier sa BD en Égypte. Je pense ici à Marzi, cette BD polonaise aussi, à Persépolis qui a fait un ravage aussi. Et bon, la BD en pullule actuellement de ces auteurs qui viennent d'ailleurs, qui écrivent en français et qui ont recours à la libre expression qu'il y a justement en France ou en Belgique pour parler de leurs histoires. Et c'est là qu'elle est l'interculturalité, en fait, tout simplement. Elle se trouve déjà, je dirais pas plus sur le sujet, c'est que oui, cette diversité permet d'ouvrir des portes très facilement. Parfait, merci. Désolée, je ne trouvais pas le bouton pour activer le micro. Moi non plus, c'est pas évident. Et donc, pour clore un peu nos questions et laisser l'espace aux questions du public, quels sont vos projets pour tous les trois? Est-ce que vous avez des projets, Pauline et Nicolas, on le sait, peut-être vous avez des choses à nous devancer ou pas, peut-être mystère, mais en tout cas, en termes de production, de traduction, pour des projets pédagogiques pour Olivier, est-ce que vous prévoyez maintenant des choses en amont? Pour moi, moi du coup j'ai cet album là que je viens d'évoquer, qui c'est un album qui sortira aux arènes. Normalement, il va sortir en 2021, mais ça dépend un peu de quand je vais le finir. Il sera programmé quand il sera fini. Et là, je suis en train de trouver la fin. Mais voilà. Donc du coup, soit ça s'appellera Grand Prince, soit ça s'appellera L'amour, l'amour, l'amour. Bon, je sais pas, c'est difficile de trouver un titre, on sait pas trop. Donc voilà, donc c'est une réflexion sur l'amour, sur la séparation, voilà, mais c'est une fiction, autofiction, fiction, un peu différente de la dernière parce que quand on est auteur, on peut pas tout raconter, donc il y a quand même une partie qui est une vie très personnelle et qui, du coup, faut pas que ce soit un règlement de compte. Enfin bon, voilà. Donc en gros, il y a ce projet-là qui devrait sortir aux arènes. Et j'ai un autre projet que je dois sortir aux éditions Steinkiss sur l'attachement. En fait, c'est aussi une réflexion. J'ai eu une bourse d'écriture il y a 4 ans pour travailler dans un centre qui travaillait avec des femmes toxicomanes, mais qui étaient dans un cadre où elles allaient avoir un enfant. Et donc, en fait, c'est une association qui accompagne et sur la maternité et sur l'addiction. Et donc, j'ai travaillé pendant 1 an avec ces femmes et on a fait des ateliers, on a recueilli leurs portraits, on a travaillé avec l'équipe, les psychologues, les éducateurs pour expliquer un peu comment on travaille sur le lien parent-enfant dans ce contexte-là d'addiction. Donc ça fera un album qui devrait sortir, qui est signé, qui sortira quand je l'aurai fini aux éditions Steinkiss. Voilà. On a hâte de te lire. Et bon courage pour la fin. D'avoir fini. Oui, voilà. Nicolas, tes projets ou des projets à partager? Je le disais tout à l'heure, je suis en train d'écrire le tome 2 de Mégafauna qui est sorti en mars 2021. J'ai envie de poursuivre cet univers très très riche. C'est une uchronie en fait dans laquelle une époque médiévale, Néandertal a survécu. Donc j'imagine un monde avec 2 espèces humaines qui s'affrontent et qui sont séparées par une immense muraille. Il y a tellement de choses à raconter parce que j'ai dû recréer finalement
tout un univers qui n'a pas existé. Et donc j'avais envie de poursuivre ça, et Sarbacane m'accompagne pour le deuxième tome. Voilà, donc ça va m'occuper pendant sans doute 1 an et demi. Voilà, ça devrait sortir début 2023. Et puis il y a un autre livre qui va sortir début 2022, qui est une biographie d'une actrice française qui s'appelle Musidora. Et pour ce livre qui paraît chez Hachette, j'ai fait le dessin et la couleur. Et Arnaud Delalande a écrit le scénario. Voilà, donc je travaille beaucoup, beaucoup plus que jamais en fait. Voilà, parce que c'est passionnant, mais j'ai des douleurs de lombaire, j'ai des douleurs, je sens l'impact physique de tout ce travail sur mon corps. Le travail, c'est du corps aussi. Quand on est prof, on a d'autres douleurs. Et toi, Olivier, donc, quels sont tes projets tes projets pédagogiques? D'accord. Alors, j'ai le projet de ne pas avoir trop de douleurs. Mais merci Nicolas pour le clin d'œil. Alors oui, il y a d'autres projets. On essaie d'inscrire la BD dans un maximum de cadres possibles, notamment la journée internationale des professeurs de français qui a lieu le 25 novembre. Maintenant en Argentine, oui, c'est partout dans le monde, oui. Donc là, on voudrait notamment faire passer un tram avec des auteurs locaux à travers la ville, un vieux tram historique. On voudrait faire des expositions dans la rue, donc vraiment pour mettre le français et la bande dessinée dans la rue et accessible à des tas de gens qui normalement n'y pensent pas forcément s'ils ne viennent pas à l'Institut français ou dans des lieux où le français est clairement présent. Voilà, donc on a pas mal de projets. On voudrait faire un voyage aussi à l'étranger, si possible. Donc là, on est encore en train de se tâter parce que bon, il y a la pandémie qui est là, donc on ne sait pas très bien comment ça va terminer. Mais on voudrait bien partir avec l'équipe BD aussi à l'étranger. À savoir que pour moi, l'équipe BD, il y a évidemment le côté comment dire, BD, c'est sûr, mais il y a le côté, pour moi, qui est encore plus important, c'est le côté interrelationnel, le fait qu'on soit amis, qu'on s'entraide, que chacun a évidemment des objectifs personnels, ça c'est évident, mais que ces objectifs personnels se adaptent et améliorent l'objectif collectif, qui est le français et la BD. Et donc que chacun puisse s'inscrire aussi avec des choses personnelles et puisse évoluer de par le projet BD. Voilà. Et quant à moi, personnellement, je ne sais pas après cette année-ci, cette année académique qui vient, ce qu'il en sera de mon sort professionnel. Voilà, j'ai un œil, je peux vous le dire, vers l'Amérique latine, donc c'est très possible qu'on soit voisins ou pas loin d'être voisins l'année prochaine. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire par rapport au projet actuellement. Ok, merci à tous les trois. Si vous voulez, on peut commencer à reprendre les questions du chat, du public. Donc la première question vient de Magdalene Arnoux, membre du CEF. C'est une question qu'elle pose à Nicolas. Elle demande, penses-tu qu'il serait important d'inclure des BD parmi les lectures qu'on fait au collège et au lycée? Y a-t-il encore des préjugés dans le milieu scolaire par rapport au genre? Ah, c'est bien d'avoir une question de Magdalena que j'ai bien connue au lycée français et qui était fort sympathique et très, très active. Et alors, par rapport à cette question, moi, je pense que c'est vraiment pour la BD, enfin pour l'évolution du genre en soi, c'est hyper important que l'éducation s'en mêle davantage. Je crois qu'il fait survivre la bande dessinée, ce qu'il a fait vivre en fait. Comme genre, c'est l'éducation au départ. Et peut-être que si elle a énormément de succès en France, en Belgique, en Suisse, c'est parce qu'on l'enseigne à l'école, peut-être plus qu'ailleurs. Enfin, je ne suis pas un spécialiste de ça, mais et du point de vue de l'éducation, c'est un média qui est hyper riche. Tout à l'heure, Olivier parlait de faire des bandes dessinées, c'est-à-dire d'en créer à des étudiants ou des élèves, quel que soit leur âge finalement. Mais la lecture, c'est aussi un point hyper important parce qu'il y a tout un code en fait qu'il faut apprendre pour lire une bande dessinée. Je pense si on n'a jamais lu de BD et qu'on vous en donne une, c'est hyper complexe en fait. Il faut décoder tout ça. Donc on apprend à lire des BD comme on apprend à lire un roman finalement ou une nouvelle. Hein. C'est particulier.
Et puis au-delà de ça, dans le genre de la BD, c'est assez génial parce que c'est un genre qui est elliptique. C'est un genre où il y a beaucoup de lacunes. Il manque des choses parce qu'on ne peut pas tout raconter, on ne peut pas mettre toutes les images. Dans un film, on peut mettre énormément d'images. Dans une BD, on ne peut pas toutes les dessiner. Typiquement, pour un album, il y a 8-9 images par planche et 60 planches, disons, pour un petit album, ça fait 500 images. C'est très peu. Et en 500 images, on doit raconter toute une histoire et parfois tout un monde, un truc super complexe. Donc c'est très intéressant de voir avec des étudiants, des élèves, à partir du primaire, peut-être plus tôt même, comment tout ça fonctionne et comment le lecteur va restituer tout ce qui n'est pas dit ou tout ce qui n'est pas montré. Parce qu'il y a un gros travail du lecteur de reconstitution. En fait, le lecteur est très partie prenante dans la BD, peut-être davantage que dans d'autres médias. On lui donne peu et il doit construire avec ça. Non, ça me semble vraiment un super média et je pense que pour répondre à Magdalena, il est certain qu'il est encore sous-exploité parce que les professeurs ne sont pas forcément formés à ce média, parce qu'ils ne sont pas forcément très lecteurs non plus au départ, ou ils ne le sont plus, ils l'ont oublié. Et c'est dommage. Et j'espère que ça évolue dans le futur avec le travail conjoint de gens passionnés comme Olivier, de lecteurs assidus, peut-être d'une demande publique aussi. Il faudra que ce soit plus prescrit par les ministères de l'Éducation nationale. Voilà. Alors, il y a un commentaire de Jorge Federico Moreno pour Pauline. Federico, il dit « Pauline, si je ne me trompe pas, vous avez dit que vous ne dessinez pas très bien. Tant mieux, car à mon avis, c'est plus authentique. Maintenant, je suis curieux. J'aimerais bien jeter un coup d'œil à vos dessins. » C'est peut-être l'occasion de dire où est-ce qu'on peut retrouver vos BD en Argentine. Comment est-ce qu'on peut se procurer vos BD? En Argentine, alors ça, je ne sais pas, parce que je sais qu'on a fait un tout petit tirage sur des descendants. Il y en a peut-être à l'Alliance française, j'imagine, peut-être. Ils ont un ou deux exemplaires. Et je ne sais même pas si vous en avez un. Le lycée français en a peut-être. Mais sinon, il peut communiquer avec moi et on verra comment je peux lui envoyer quelques. Je peux peut-être lui envoyer un PDF s'il veut le lire. D'accord. Il existe en format numérique alors Non, moi je l'ai, mais okay. On n'a jamais vraiment diffusé. Tren Movimiento, il avait juste le budget pour. Le monde de l'édition argentine est quand même très différent d'une autre. Pour le coup, on parlait des différences. Olivier, tu évoquais comment étaient payés les auteurs en Roumanie. En Argentine, c'est l'Argentine, quoi. Donc, il n'y a pas d'avance, il n'y a pas les éditeurs, ils payent ce qu'ils peuvent payer, mais c'est pas du tout comme en France où on a quand même. Quand le premier album, c'est toujours compliqué d'être assez bien payé, mais on n'est pas très bien payé par rapport au temps qu'on y passe, mais on est payé pour créer, ce qui n'est pas le cas en Argentine, et ce qui du coup fait que les auteurs bossent à côté et consacrent la BD plus sur leur temps libre, mais ils ne sont pas payés pour le faire. Donc du coup, c'est vrai que Tren, il n'a pas forcément beaucoup de budget pour. Enfin voilà, il y a pas c'est plus pour la beauté du geste, quoi. Donc voilà. Donc après, je peux partager le PDF avec l'accord de l'éditeur. Je pense qu'il sera d'accord. D'accord, c'est gentil. Et Nicolas, tes BD, il faut les commander en France. Elles ne sont pas distribuées ici, n'est-ce pas? Non, malheureusement, elles ne sont pas distribuées. Peut-être qu'un jour, elles seront traduites. Là, j'espère qu'elles sont traduites en espagnol. Sur Megafona, le dernier, là. J'habite à Barcelone maintenant, alors ça serait chouette qu'une édition espagnole s'y mette. Mais bon, cela dit, ça n'arrive pas automatiquement en Argentine. Pour l'instant, pour se procurer des BD européennes en Argentine, il faut les commander et les faire livrer par une librairie, une librairie spécialisée. Lorsque j'y étais, il y a quelques années, c'était Mil y una hojas, une librairie qui était francophone, qui se trouvait à Belgrano, il me semble. Voilà, et qui se chargeait de commander et de recevoir. Ok. Après, une dernière question de Magda aussi, de Magdalena, qui vous demande si vous avez des carnets de travail comme les écrivains d'autrefois, Pauline et Nicolas. Oh oui. Mais là, le prochain livre, j'ai des milliers de pages écrites. Je peux aller vous le chercher si vous êtes patient.
Oui, avec Comme plaisir. ça, je laisse Nicolas répondre en même temps. Ça va. D'accord. Alors des carnets, moi c'est surtout des carnets électroniques d'écriture en fait. J'écris en ligne, j'écris sur mon téléphone, j'écris sur mon ordinateur, un peu partout. Pour la phase d'écriture, ensuite pour la phase dessin, j'ai des carnets de croquis, où quand je prépare les personnages, que j'imagine les vêtements par exemple. Comme là, je travaille sur des mondes imaginaires, je dois évidemment et même sur des espèces imaginaires, je dois travailler les formes. Et ça, je passe par le dessin sur papier, effectivement. Et ça jusqu'à ce que je commence à faire mes planches, c'est-à-dire quelques mois après le début de l'entreprise, quoi. Mais je pense que Pauline travaille davantage sur carnet que moi, d'après ce que j'ai cru comprendre. Bah, après, moi, c'est un gros bazar. Enfin, en gros, j'ai des espèces de gros carnets, des gros trucs. Voilà. Et puis, voilà. Donc là, il y a des milliards de trucs collés, de bouts de texte, de bouts de ref, voilà. Ça, c'est tout le livre, mais en version, voilà. Mais ce livre-là, il est vraiment particulier. Ça, voilà, c'est un espèce de mix. Donc ça, des carnets comme ça, j'en ai 3, 4. Et après, il y a un classeur entier de dessins originaux. Enfin, en fait, j'ai dû faire, je sais pas, 10 000 dessins, mais après, c'est parce que c'est aussi c'est aussi grâce au dessin, grâce à la BD que j'ai un peu traversé toute cette espèce de chaos existentiel que représente un divorce. Et donc voilà, donc c'est aussi, il y a une démarche artistique qu'on étudie. Enfin, moi, je travaille à l'hôpital aujourd'hui, je suis rattachée dans un hôpital psychiatrique à Orsay, où on a un projet de recherche en fait où on essaye de créer pas un protocole parce qu'on n'est pas des scientifiques, mais d'essayer de montrer comment le travail de la bande dessinée, le travail artistique, comment le processus créateur agit sur la dépression des adolescents, en gros. Enfin, nous, je travaille avec une poète et avec la bande dessinée et la poésie, on essaie de transmettre nos références, ce qui nous fait du bien, de la musique, de la danse, du chant, de la poésie, enfin voilà, comment tout ça devient les ingrédients d'un nouvel objet artistique, comment on va créer à partir de ça pour inventer une histoire, et cette histoire va nous aider à aller mieux en fait. Donc c'est une réflexion sur comment l'art guérit, et mon livre, c'est un peu mon expérience de moi, quelque part, ça m'a guéri, même si aujourd'hui, 3 ans plus tard, je me rends compte que je suis pas complètement guérie, si on guérit un jour. Mais voilà, en fait, c'est une espèce d'immersion dans le processus créateur pour essayer de comprendre comment ça nous soigne aussi. Donc il y a un objet soin aussi, et c'est pour ça que ça m'intéressait aussi de travailler avec l'Argentine, parce que voilà, il y a un vrai pas engouement, mais enfin, il y a un vrai intérêt pour la psychiatrie, la psychologie, les constellations familiales. Je veux dire, en Argentine, c'est ce que je dis aussi dans mon livre, tout le monde a un psy, quoi. C'est bizarre de ne pas avoir un psy. En France, c'est pas forcément le cas. Mais du coup, j'aimerais bien aussi dans ce livre-là, c'est un peu l'objet de la résidence, que si j'arrive à venir suite à la pandémie et tout ça, qui est vraiment des liens avec la psychologie, la psychiatrie, avec des psychologues, des psychiatres et des nouvelles techniques qu'il peut y avoir en Argentine, et que ce soit vraiment un projet aussi franco-argentin, quoi, qui est un échange aussi dans la résidence, où on pourrait parler des différentes formes qui soignent. Et voilà. Je trouve que l'Argentine est un super endroit pour ça. Il y a une vraie réflexion là-dessus, très différente et plus poussée qu'en Europe, je trouve. Enfin, qu'en France, en tout cas. J'aime bien jouer vos petites têtes vers ça. Mais si. mais si. On réfléchit avec toi, on te suit de près. Non, mais j'essaie de développer ce partenariat avec Mathéo. On avait réfléchi à ça, à comment créer vraiment un lien, parce que je trouve ça sympa d'être traduit, mais je trouve ça plus intéressant aussi de vraiment aussi avoir un partenariat avec des gens locaux, et que du coup, ça devient un vrai projet international, quoi. Enfin, pas pour lui donner forcément une dimension internationale, mais que les deux pays s'expriment en fait, et que dans cet échange, il y ait autre chose qui naisse aussi. Donc, tu nous tiendras au courant quand ce projet sera concrétisé. J'aurais voulu rebondir sur le dessin, parce que on parlait de bien ou mal dessiné. Je pense que c'est une notion qui n'existe pas vraiment. Un dessin qui est bon ou mauvais, c'est plutôt des dessins qui sont justes. Si vous regardez Sempé, par exemple, qui avait un trait
hyper simplifié dans lequel il pouvait montrer le mouvement. Si vous regardez à côté de ça un Bilal où c'est très complexe mais a beaucoup de détails, tous les deux ont un dessin très juste en fait. Et je pense pas qu'il y ait un dessin mauvais à partir du moment où il puisse exprimer ce qu'il veut exprimer. C'est correct, hein, il n'y a aucun souci. Hein, et il faut pas forcément avoir un dessin qui soit excellent. Hein. D'ailleurs, il y a parfois des gens qui ont un dessin excellent et qui n'expriment rien du tout. Je crois que c'est pire. Si vous pensez au chanteur Renaud, il a une voix dégueulasse, mais il est agréable à écouter parce qu'il y a quelque chose à dire. Je pense que le dessin en bande dessinée, c'est la même chose. À partir du moment où il y a une narration, quelque chose qu'on veut raconter, et que l'envie de raconter est là, je pense que c'est un dessin très juste. Donc, si je peux te rassurer, Pauline, je pense que ton dessin, il est très juste. Et chez Nicolas, il y a le choix aussi des personnages qui sont peut-être plus communs, dans lesquels on peut plus facilement se reconnaître, et une nature qui est très, très détaillée, par exemple. Donc, je pense que tout ça, ce sont des choix qu'on fait aussi par rapport au message qu'on veut faire passer. Voilà. Et donc, je pense on n'a que... pas forcément toujours les... Enfin, toi qui animes des ateliers, j'imagine que tu as souvent la réflexion des gens. Et moi, j'anime beaucoup d'ateliers qui disent « je sais pas dessiner ». Et donc, moi, moi non plus, en fait. Et il y a des vrais dessinateurs, moi, j'en fais pas partie. Et je trouve que c'est hyper important. C'est comme les gens qui disent chante faux. Non, c'est pas vrai, tu chantes pas faux. En fait, c'est comme ce que tu dis sur le dessin. C'est que j'avais personne qui t'a appris à placer ta voix et à exprimer quelque chose avec ta voix, en fait. Donc, je trouve que c'est un peu le même genre de complexe. Oui, mais ça vient, en fait, en psychanalyse, ils ont vu que le dessin démarre plus vite chez les petits enfants qui ont à peu près 24 mois. Il y a le dessin qui démarre, donc ils commencent à représenter des choses, et ils ont plus facile de représenter graphiquement qu'avec des mots, parce qu'ils n'ont pas encore les mots, parce que le dessin leur semble plus accessible, etc. Et puis, en fait, ce dessin mène à l'oral. Donc, de plus en plus, ils vont savoir dire voiture, mais pas forcément la dessiner, par exemple. Et donc, le dessin est le premier outil pour arriver à la langue orale. Mais une fois qu'on atteint la langue orale, le dessin est justement sous-estimé et repoussé. Et les parents vont souvent dire, bah, maintenant que tu parles, maintenant que tu écris, arrête de dessiner. Et même, personnellement, on va s'auto-censurer en disant, maintenant que je parle, j'arrête de dessiner. Et donc, à ce stade-là, oui, il y a beaucoup de talents qui ont sans doute été avortés à un très jeune âge. Voilà. Je me permets juste de rebondir sur ce que vous venez de dire, toutes d'ailleurs. Il y a quelques semaines, Livio Bernardo a fait un post sur ça, sur le dessin et l'autocensure, non, ou la peur de s'exposer. Je reviens sur ce que disait Pauline par rapport à la légitimation de la parole, la légitimation du dessin, dans ce cas peut-être. Donc finalement, il y a beaucoup de travail. Bien sûr, il y a une question de production de dessin, mais je vois qu'il y a surtout, je m'y connais pas du tout en BD, hein, j'apprends grâce à votre participation si généreuse. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de travail de texte, beaucoup de planification, de travail en amont et d'exposition finalement, d'introspection. Et de savoir qu'on a quelque chose d'important à raconter, de s'exposer finalement. Après, c'est vrai que quand je fais des ateliers, souvent je trouve, je sais pas, vous en faites sûrement aussi, Olivier, je sais, Nicolas, j'imagine, mais moi je trouve que le principal, c'est avant tout, quand on veut c'est qu'est-ce qu'on raconte en fait. C'est trouver la bonne histoire et ensuite trouver la façon de la raconter. Mais je veux dire, si à la base l'histoire elle est pourrie, c'est comme d'aller voir un film. Il peut y avoir la meilleure réale du monde, si le scénario ou si l'histoire elle est pas bonne, elle sera jamais bonne. On peut mettre n'importe quel réal de ouf ou dessinateur de ouf, ça sera nul en fait. Et du coup, moi je trouve que la base c'est vraiment ça, c'est quoi l'histoire, c'est qui raconte, pourquoi on le raconte. Et vraiment se poser ces questions-là. Et je trouve que voilà, je leur dis souvent les élèves, je leur dis voilà, dans la cour, vous êtes en groupe, vous racontez une histoire. Si votre histoire est nulle, personne rigole, tout le monde se désintéresse, les gens vous coupent la parole. Là c'est pareil en fait. C'est vraiment se questionner sur je la raconte, je teste mon histoire, est-ce qu'elle est bonne, ouais, ça fait marrer les gens, ou ça les fait pleurer, ou en tout cas cette histoire elle vaut le coup d'être racontée quoi. Oui, ce que tu dis, Pauline, c'est en rapport avec la BD narrative. Et maintenant, c'est vrai que se développe tout un pan de bande dessinée qui est très intéressant, de BD didactique, de BD informative en fait. On raconte pas l'histoire, mais on délivre un savoir. Et c'est de plus en plus riche.
où bon, la BD journalistique, elle est peut-être plus narrative, hein, parce qu'on raconte ce qui se passe voilà, c'est le style journalistique. Mais moi, je trouve ça très intéressant cette grande diversité de sous-genres dans la BD qui est en train de naître et qui prend de la force. J'aime beaucoup les BD didactiques. Par exemple, toute la petite bibliothèque du savoir, là, c'est une collection de BD scientifiques, enfin didactiques en général, qui est vraiment très très bien faite. Je pense que en fait, en neurologie, ils ont détecté que l'apprentissage passe tout d'abord par l'émotion. C'est-à-dire que c'est tout d'abord le fait d'être touché, en positif ou en négatif, qui va faire qu'on va retenir quelque chose. Et du coup, la BD, je pense que si elle touche et qu'elle n'est pas rugueuse ou si elle raconte une histoire juste pour la raconter sans mettre un sentiment derrière, elle va pas toucher. D'ailleurs, on a tous fait l'expérience d'écouter des gens qui s'y connaissent, qui ont la tête comme ça et qui vous expliquent sur un sujet fantastique. Ben, en fait, vous faites chier parce que voilà, c'est chiant parce qu'il y a rien. C'est à partir du moment où on va mettre des couleurs sur ce savoir que le savoir va non seulement intéresser, et par le fait d'intéresser, ça va rentrer dans la tête des gens, que ce soit l'histoire, la géographie, enfin bref, tous les éléments qui se retrouvent dedans. Et après, je pense que ce que tu dis, c'est intéressant parce que justement, Nicolas, toi, tu parles effectivement, il y a pas mal de récits didactiques ou des reportages graphiques, etc. Et moi, je trouve que le défaut bon, après, il y en a des très bien, hein, mais le défaut de ces récits-là, parfois, c'est justement qu'il n'y a pas d'émotion, c'est qu'on ne t'attache pas forcément au personnage. Et il y a certaines BD qui peuvent vous tomber des mains parce qu'effectivement, il y a un savoir qui est assez génial. Mais en fait, c'est tellement chiant comment c'est raconté que en fait, on ne rentre pas dedans, on ne s'attache pas au personnage. Enfin, on est un peu envahi par un truc, genre, comme quelqu'un qui vous parle d'un truc. Bon, voilà, je pense que c'est juste pas, enfin, c'est pareil pour un film, c'est pareil pour toutes les formes de narration. Même un prof, on a tous adoré des profs qui savaient nous intéresser à quelque chose, en fait, qui faisaient des blagues, qui rendaient le récit vivant. Je pense que la BD, c'est pareil, c'est juste une autre forme. Mais le principe narratif de ce qui marche pas, c'est le même pour tous les médias, en fait, toutes les formes. On va lire une dernière question du public et il va falloir qu'on termine cette rencontre. C'est dommage, enfin, on resterait encore longtemps avec vous, mais on peut recommencer peut-être à une autre occasion, si vous êtes d'accord. Alors, il y a une question de Loli, c'est plutôt, je pense, pour Olivier. Elle dit, en tant qu'auteur et dans le cadre du travail de la BD en classe de FLE, pensez-vous qu'il faudrait la travailler en version originale ou en français facile, soit adapté au niveau et à la classe? Ça dépend évidemment avec qui on travaille. Si on travaille avec des débutants complets ou avec des gens qui ont déjà des notions du français ou qui viennent de langues apparentées au français. Je pense que si on vient de l'espagnol ou du roumain, avec un peu d'effort, on peut quand même lire du français, même sans base. Maintenant, si on vient du chinois, ça pose sans doute quelques difficultés. Je pense que la bande dessinée a ça de bon il y a un processus de pléonasme, c'est-à-dire que on a une graphie qui répète parfois ce qui est dit, ou parfois un texte qui répète ce qui est montré. Et ça, au niveau psychologique, c'est très intéressant parce que si vous lisez parfois une BD, justement, on va reprendre l'exemple en chinois, parfois vous pourrez peut-être tout à fait comprendre ce qui se passe dedans, en fait, parce que les images sont claires, parce que même s'il y a des ellipses, vous les construisez facilement. Et on peut avoir un plaisir à lire une BD même dans une langue qu'on ne connaît pas, par exemple. Et avoir déjà ce premier plaisir fait qu'on va s'intéresser aussi au texte, donc au côté langagier. Moi, je suis assez contre ce côté de banaliser la langue ou de la simplifier trop, dans le sens où on est dans une langue qui est communiquée, dans laquelle on parle, et la simplifier de trop, c'est donner des mauvais réflexes. En fait, c'est dire que voilà, les natifs utilisent tel et tel mot qu'ils n'utilisent en fait jamais. Donc, on va par exemple utiliser des mots transparents en se disant voilà, ce mot transparent, condiment par exemple, condiment va très bien passer parce que c'est comme ça dans d'autres langues latines, on utilise le mot condiment pour épice. Alors qu'en fait,
c'est leur donner une fausse image, puisque le mot condiment, c'est une épice rare, spéciale, c'est pas toutes les épices. Du coup, cette simplification et tendance à rendre la langue transparente, je suis pas très fan. C'est donner des mauvais réflexes en fait aux apprenants. Maintenant, peut-être que Nicolas ou Pauline ont des choses, surtout par rapport aux traductions, à rajouter peut-être. La BD en forme simplifiée, ça va être difficile. Parce que le texte est déjà minimaliste, enfin, il est déjà réduit pour ne pas occuper trop de place par rapport à l'image. Souvent, on recherche une grande efficacité dans le texte de bande dessinée pour pas manger l'image. Donc, le simplifier, ça me semble difficile. Je ne sais même pas si ça se fait d'ailleurs. J'ai jamais vu de bande dessinée en français simplifié. Ouais, après, d'un point de vue créatif, ça peut être assez rigolo de prendre une planche et de faire l'exercice justement en essayant de simplifier au maximum. Enfin, ça pourrait être presque un exercice de cut, quoi. Jusqu'où on peut aller et à quel moment on perd le sens, en fait. Mais ça serait pas pour des apprenants en français. Je pense que là, ça serait compliqué quand même. Oui, je pense que l'idée, c'est d'attirer les apprenants vers la langue. C'est pas de simplifier la langue. Ça, c'est quand même important comme principe, je pense, en pédagogie. Non, moi, j'ai toujours trouvé c'est vrai, tu as raison, Olivier, les romans simplifiés difficiles à lire. Parce que d'abord, c'est assez ennuyant, en fait. C'est souvent ennuyant. Je me souviens du Comte de Monte Cristo en version simplifiée, j'avais beaucoup de mal à le lire. Oui, et puis c'est frustrant aussi, non? Tu te dis, j'ai atteint ce niveau-là, alors qu'en fait, c'est ce niveau-là. Oui, et puis il y a toute la beauté, la richesse de la langue qui disparaît, parce que c'est forcément... Bon, enfin, cela dit, ça a sans doute une utilité. C'est utilisé en classe de FLE. Peut-être que certains professeurs parviennent à l'utiliser de façon efficace. Je pense que chacun a son usage de ce genre de livre. L'avantage de la BD aussi, c'est qu'on est quand même beaucoup dans le dialogue, dans l'action, et donc dans une langue orale, avec tout son paradoxe de langue orale écrite, mais quand même dans une langue orale, et donc une langue de tous les jours qui fait beaucoup défaut dans les manuels, dans les méthodes de français, où généralement on va plutôt avoir tendance à montrer des textes, bon, j'exagère si j'ai Marcel Proust, mais des textes quand même qui sont bien alambiqués et qui donnent pas toujours spécialement envie, et quand on est au niveau A1 ou A2, de continuer à apprendre le français. Je pense que c'est bien de le plonger plonger le français dans la réalité actuelle, avec des mots actuels, avec des expressions actuelles. Et la bande dessinée, pour ça, est un médium qui se prête beaucoup plus que la littérature, justement, à l'apprentissage du français. Ou alors, il faudrait créer une BD vraiment qui serait une espèce de méthode en BD. Mais c'est-à-dire qu'on aurait la méthode et on la transformerait en BD. Là, dans ce cas-là, ça fonctionne. Ah ben voilà, t'as un projet. Tu cherchais des projets. Mais mon éditeur, il fait pas mal de choses comme ça, je crois. Justement, il utilise beaucoup. Enfin, j'ai pas vu ce qu'ils faisaient, mais je crois qu'ils font, par exemple, tout à l'heure, tu parlais d'un projet sur la sorcellerie. Ils font des livres qui sont à destination des profs, justement, et où ils vont faire une thématique, par exemple, la sorcellerie. Ils vont prendre une vingtaine d'œuvres de BD qui traitent la sorcellerie, et ils vont voir comment la sorcellerie a été traitée en BD, par exemple. Donc là, c'est pas pour l'apprentissage du français, mais c'est intéressant pour les profs de français aussi, qui veulent aborder certaines thématiques et qui veulent montrer comment la BD a abordé ces thématiques, en fait, les différentes choses qui ont été proposées, quoi. C'est intéressant. Bon, on va terminer cette réunion. Franchement, merci beaucoup. C'était très très riche. Hein. On vous remercie beaucoup d'avoir partagé si généreusement vos expériences, votre travail, vos témoignages. Ça nous a donné plein d'idées si nous, profs de français langue étrangère, langue de culture étrangère, sûrement. Oui, Nicolas, tu voulais... Non, je me préparais à te remercier aussi, à remercier tout le monde. Non, je sentais que c'était le moment des merci, donc je prends vraiment le micro. C'est le moment de se dire au revoir. Voilà. Donc, merci beaucoup à vous trois, merci beaucoup au public d'avoir été là. Et bon, on reste en contact, on espère pouvoir vous recevoir, vous accueillir au Lenguas Vivas la prochaine fois. Avec plaisir.
Merci à vous parce que vous avez fait un sacré travail de préparation. Pardon, Olivier. Pardon. Merci pour ton travail de préparation, etc. C'est super. Je suis très content d'avoir rencontré Pauline et Nicolas aussi. Ben, c'était le plaisir est partagé. C'était très chouette. Plaisir partagé d'un débat en vidéo. Mais c'est bien, de toute façon, on n'aurait pas pu être ensemble. C'est même pas une histoire de pandémie. Hein. Ouais. Donc c'est très bien. Oui, absolument. Les joies du virtuel. Oui, Merci encore, vraiment. Oui. Bon, ben, à Bien bientôt. le Alors. privilège. À bientôt. À Merci bientôt. le public. Bonne fin de journée et bon après-midi. Bon après-midi aussi. Au revoir. Merci, Au revoir. Au revoir. Merci encore. Tschüss. Au revoir.